Fait que là, aujourd'hui, j'ai pas pris de chance. Là, aujourd'hui, on va commencer le show avec Mike Ward. Oui! Puis c'est un peu la continuité de la conversation qu'on a eue parce que cette semaine, on était sur son podcast Sous-écoute. Exact. Fait que j'avais ces jeans-là puis ces souliers-là. Fait que je me sens en territoire safe parce qu'on connaît la superstition de... T'as rodé ton outfit, tu te sentais en confiance. Exact. Puis j'ai mis un chandail noir pour cacher ma bedaine. Puis on avait déjà entamé les discussions, fait que là, t'es vraiment... Ouais. Puis je me suis pas rasé pour cacher un peu de tout. Fait que moi, c'est ma stratégie du podcast. Pas une princesse du tout. Non, je suis pas une princesse du tout. Puis je suis content de recevoir Mike, puis en même temps, je suis toujours... C'est l'autre, aller sur son podcast, c'est une chose. Je te dérange-tu avec le chien pendant que j'essaie de faire un podcast? Ça va pas qu'il mange pas les fils dans le background. C'est un bon point. Veux-tu juste venir t'asseoir? Tu sais, moi, toi, t'as du vivance pour ton TDAH. Moi, le chien, c'est pour mon TDAH. Toi, qu'est-ce qu'on peut te donner pour te calmer? Il reste là. Mais en plus de Mike, évidemment, et comme je disais, moi, je suis moins gêné d'aller sur le podcast de mes chums que... mais en fait, c'est drôle parce que j'ai pensé à ça aussi. Parce que tu sais, quand on a demandé à Mike, on était justement à sous-écoute, puis on a dit « Hey, nous autres, on tape dimanche, on voulait continuer la conversation sur tout son côté entrepreneur. » Ben oui, puis c'est un côté de Mike qu'on ne connaît pas, mais qui, honnêtement, selon moi, dans le monde des humoristes. Oui. Et c'est un visionnaire, selon moi, c'est le meilleur businessman, puis je trouve ça intéressant. Puis là, fait qu'on lui a dit après, hey, ça tente de venir, t'es pas obligé, là, c'est pas parce qu'on a fait le tien, mais je vois que ça marche. Fait que moi, je pense que notre stratégie, c'est d'aller faire les podcasts des gens qu'on veut avoir à notre show et qui se sentent coupables de venir. C'est vrai. Je trouve que c'est notre meilleure stratégie. Non, mais sur une autre note, honnêtement, c'était super le fun là-bas. Même lui, il a trippé. On a comme commencé plein de conversations, mais tu sais, on n'avait pas 4 heures pour parler de tout. Fait que je suis vraiment contente. On aurait pu. Honnêtement, on aurait pu continuer pendant au moins 3 heures si on avait fini tous les sujets qu'on avait entamés. C'est sûr que oui. Mais là, je suis juste contente qu'on puisse continuer la conversation. Puis en plus, c'est quelque chose que, je sais pas, on en parle. Mais l'argent, c'est tabou au Québec à la base. Fait qu'on va en parler. Puis après ça, on va même enchaîner avec un de tes amis, Alex Labbé, qui est influenceur, mannequin. Je suis sûre qu'il y en a plein d'entre vous qui le connaissez. Une petite face intimidante puis un six-pack que j'ai goût de puncher dans la gorge. Et on va recevoir aussi, dans notre espèce de tournée autour du monde, on s'entend, mais tu sais, des gens d'un peu partout, Daniel Tirado qui fait carrière à New York depuis 2010. Puis moi, honnêtement, tu sais, moi, quand j'ai commencé en humour, j'avais le choix. J'avais gagné les auditions nationales juste pour rire, puis j'avais été passé l'été. Ben oui, j'avais été passé l'été à New York. Parce que moi, quand je travaillais à Winnipeg, j'avais rencontré... Écoute, moi, j'ai fait la première partie de gens comme Chris Rock, Dennis Neary, Ray Romano, Jon Stewart, qui n'étaient pas connus. C'était comme des vedettes du circuit. C'était juste comme avant qu'ils explosent toutes. C'était comme des up-and-coming stars, les vedettes montantes du réseau de Comedy Club. Puis toi, t'as juste fait comme moi, non, laisse faire. Non, c'est pas ça. Puis là, finalement, il y a un des boys, pas un de ceux que je viens de nommer, mais quelqu'un d'autre qui allait faire le festival d'Édimbourg en Écosse, qui dure 1 mois. Il dit, je te prête mon appartement à New York pendant 1 mois. Fait que je débarque, puis il m'avait aidé en me donnant des plugs, des gens que je pouvais appeler pour le booking, mais j'avais pas c'est une jungle. Fait que j'avais pas ce côté-là de me battre d'un tranché. J'étais gêné d'appeler. J'étais comme. Introverti. Énormément à l'époque, pour vrai. Je vous jure, arrêtez! Bon, on en reparlera. Et puis, je me souviens qu'à un moment donné, j'hésitais. Et qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue là quand même? Ou est-ce que j'explore le côté francophone que je commençais à apprendre? Ah non, t'as commencé en anglais, c'est vrai. Exact. Fait que j'avais gagné les auditions à Winnipeg, j'avais fait des auditions nationales juste pour rire. J'avais fait un show dans un bar à Sherbrooke avec François Mascotte au Café du Palais, qui était des soirées mythiques. Et mon 4e show à vie, c'était le gala juste pour rire. Pour vrai? Oui, en français. Et là, je me suis à un moment donné, j'étais vraiment dans le doute, puis je parlais... Je sais pas pourquoi, j'appelle Anthony Cavana. Je suis en train d'apprendre genre la vie à mon père dans l'intro. C'est moi qui est dans l'entrevue avec ma fille. Et je parle avec Anthony Cavana et qui me dit... il dit, pourquoi tu reviens pas au Québec? Parce qu'il dit justement, c'est moins une jungle, tu vas devenir connu plus vite. C'était pas aussi gros ici, non? Puis c'était surtout que si tu devenais connu plus vite, tu avais accès à plus de scènes, donc jouer plus souvent. Fait que c'était pas un mauvais conseil, surtout qu'ici, il y avait des comedy clubs anglophones, fait que j'ai pu faire les deux les premières années. Puis après ça, j'ai laissé tomber l'anglais et jusqu'à ce jour, je le regrette. Mais, puis on en a parlé dernièrement, en plus, j'aimerais tellement ça que tu... En fait, j'avais recommencé. Oui, j'avais fait 2 shows, dont un avec Mike. Au bordel. Puis sais-tu quoi? Je pense qu'on va parler de ça aussi. Et avant que tout... ça m'intrigue full, oui. Ouais, entre les 2 confinements, puis c'est sur la liste. Dès que ça rouvre, je repars là-dedans. On va tellement buster notre temps avec Mike, c'est sûr et certain. Ouais. Oh là là.
Fait qu'on commence tout de suite. Ouais. En fait, c'est un peu la continuité de ce qu'on a fait cette semaine parce qu'on tenait ton podcast à sous-écoute. Fait que là, c'est du coup, on va s'assurer que... Sauf vous autres, vous avez un vrai décor. Il y a une équipe. Attends, mais c'est parce que tu comprends pas. Ça fait 10 ans je l'ai, on est 4. Ouais, mais... Les autres 3 épisodes, vous êtes déjà 60. C'est vrai qu'on est quand même jet set, mais écoute, le décor a tellement... C'était pas la bonne réponse, ça. C'est parce que des podcasts comme le tien mettent tellement de pression qu'évidemment... non, mais c'est parce que ça a été l'enfer, là, créer quelque chose de potable. Tout était fermé, tous les magasins étaient fermés. Fait qu'on a dû commander, mais les choses n'arrivaient pas à temps. Commandé. Ouais, hey, bravo pour la déco. C'est 100%, madame. Merci. Ouais, c'est vraiment beau. J'aime ça, le mur, là. T'es-tu sérieux? Parce que moi, j'étais pas sûr au début. Ouais, j'aime vraiment mais ça. je trouve que ça rajoute la vie, quand même. Ouais. Non, puis le néon, Max-Sylvia, ça, c'est nouveau. On va pouvoir le trimballer tout le temps. Il est à nous. Ça, c'est le fun. Je pensais qu'elle allait être plus gros. Moi aussi, mais je trouve que c'est parfait de même parce qu'on va pouvoir le mettre discret. partout. C'est ça. Mais C'est pas comme toi. C'est surtout le mur de gazon. J'ai l'impression que j'étais comme au temple de renommée du mini-pot ou un affaire de même. Wow! Est-ce que c'est la première... Ben, c'est sûrement pas la première fois, mais t'es-tu habitué de te faire interviewer en podcast? Mais là, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Quand il y a eu la vague des podcasts, j'allais à tous les podcasts en me disant je vais les aider un peu. Puis j'avais l'impression que c'était tout le temps les mêmes 8 histoires que je racontais. Fait que je m'étais auto-tanné. Puis ça fait... doit faire 2 ans que je ne l'ai pas fait. J'ai fait les Denis, puis là, je fais vous autres. C'est les 2 seuls que j'ai fait. Mais c'est une autre affaire aussi. Je veux le souligner, on en a parlé dans ton podcast, mais tu sais, moi, ça fait 5 ans que tu m'en parles d'en partir un. Puis je te jure, encore là, tu sais, je suis comme... Pas que j'ai un syndrome de l'imposteur, mais j'étais un peu comme, OK, faut qu'on se démarque, tout le monde est moins nerveuse que moi. Tout le monde en a un. C'est fou, là, comme on dit. Il y en a chaque jour qui sort. Mais tu sais, on dirait, un podcast, il faut pas se mettre de pression. Tu sais, la beauté d'un podcast, c'est que vu qu'il y a ça joue pas un poste quelconque, fait que tu peux pas te faire canceller. La seule manière que tu peux te faire canceller, c'est si t'es tanné. C'est vrai. C'est vrai. Ah, tu veux que ça marche aussi, puis tu veux que... Tout le monde a des goûts différents aussi, puis c'est exactement ça qu'on disait la dernière fois. La personne qui t'aime, ou qui m'aime, ou que whatever, qui nous aime ensemble, elle va nous écouter, puis elle va en écouter d'autres de personnes qu'elle aime aussi. Fait qu'il y en a pas assez. C'est comme la musique, t'en as jamais assez, là. Moi, je trouve, tu sais, j'avais dit ça l'autre fois à ton père au téléphone, là, mais chaque fois qu'il y a un nouveau podcast, ça l'aide tous les autres podcasts. Vu que, mettons, du monde... tu sais, mettons, qui vous aiment, qui ont peut-être jamais entendu parler de sous-écoute, vont écouter votre podcast. Non, mais ça se peut. C'est bon pour tout le monde, c'est vrai. Mais comme là, ils m'entendent ici, ils font « Ah, ouais, lui, je pensais qu'elle allait me taper ses nerfs. Il est pas pire, je vais écouter son podcast. » Puis on finit tout par s'aider. On a tous l'air plus sympathiques, surtout des gars comme toi puis moi, quand elle est là. Aussi, ouais, moi, mon buffer zone. C'est comme ça que... Mais je me souviens parce que dès le début... Tu me disais justement ça, tu sais, go fonce, puis tu l'as dit que tu as fait tous les podcasts pour l'aider, tu viens de le dire. On a quelqu'un qui travaille sur le show, Marc-Antoine Monpetit, qui a son podcast. Oui, en on nomination aux Olivier. En plus, puis, mais tu vois, en humour, on était comme, surtout dans nos débuts, un peu plus compétitifs. On souhaitait pas du mal à personne, mais merde, il y a un nouveau 5 minutes. Marc-Antoine m'a dit qu'il travaillait juste sur le show pour vous saboter, par exemple. Adam, il fait une mauvaise job, c'est ça son but. Non, mais on n'avait pas cette... On écrivait ensemble, tu sais, quelques humoristes, on écrivait ensemble quand on s'aimait à la face. Mais c'était compétitif. Ouais, c'était vraiment compétitif dans le temps. Ben c'est ça, c'est si quelqu'un écrivait un nouveau 5 minutes, là, toi, tu comme, genre, OK, moi aussi, il faut que j'écrive quelque chose. Mais là, c'est comme, c'est très, très communautaire, les podcasts. Mais il y avait une affaire, tu sais, dans le temps que nous autres, on était jeunes, là, que j'ai jamais compris. Puis à un moment donné, quand j'ai réalisé que j'étais de même, j'ai changé, mais... Tu sais, quelqu'un pognait de quoi, mettons, un ami pognait une animation, un show de TVA. Au lieu d'être content pour lui, j'étais comme... Ben oui! Ben ouais, c'est ça. Comment ça, pas moi, mais comment ça, pas toi? Parce que t'es vulgaire, t'as des jokes de pédophiles. Tu sais, Chris, tu sais, tout le monde, on choisit la place. C'est vraiment pas... Mais en même temps, moi, ça me faisait chier parce que oui, tu sais, puis on a vécu la même affaire tous les deux, on avait ce côté-là vulgaire, mais on était capable aussi d'avoir des textes quand même avec une certaine substance. Puis même, je vais être prétentieux de dire profondeur. Quand nos chums qui passaient à la TV, je suis pas en train de blaster nos chums, restaient à sa surface. Il y avait bien des gags de homme-femme, ma blonde, si, ça. C'était safe comme humour. Quand on a commencé, il n'y avait pas d'entre-deux. T'avais soit de l'humour hyper safe,
c'est vraiment là, beige et on blesse personne. Puis l'autre bord, t'avais moi puis Mike. Non, mais c'est vrai. Puis la gang qui ont suivi après. La gang qui ont suivi après, mais je veux dire, puis après ça, cette frustration-là, on en a parlé un peu, justement, à sous-écoute avec toi, puis je trouvais ça intéressant qu'on vienne là-dessus. Toi, c'est ce qui t'a propulsé à prendre les choses en main. Tu sais, t'as été le premier à partir, justement, un podcast. Ouais. Mais même ça, ton site web explosait pendant que nous autres, t'es juste content qu'il fonctionne. Là. Moi, dans les années 90, l'équipe à Céline avait fait... Ils voulaient faire un communiqué que Céline était l'artiste québécois qui roulait le plus sur le web. Fait qu'il avait fait une étude de marché, puis il avait réalisé que mon site web roulait plus que le site à Céline. Fait qu'il pouvait pas le dire. Fait qu'il pouvait pas le dire. Puis là, moi, quand j'ai appris ça... Tu sais, j'ai fait « Holy fuck! Wow. » C'était weird, tu sais. Mais c'est sûr. Moi, c'était arrivé par erreur. C'est que j'avais vu... Mais par erreur. Je veux dire, t'avais quand même... Parce que t'étais innovateur. Ouais, mais c'est ça. C'est parce que moi, j'avais tu sais, mettons, des sites web d'habitude. Mettons, Laurent Paquin faisait faire son site web. Il y avait son site web ne changeait pas pendant 4 ans. Puis tu sais, c'était avant les blogs, avant Facebook. Ouais. Mais moi, j'avais appris l'HTML pour faire des nouvelles jokes J'essayais à tous les jours, mais c'était plus une fois par semaine. Puis j'avais une section de mon site, ça s'appelait « Maquillé, pas maquillé », que c'était des photos de vedettes maquillées. Puis là, quand tu mettais le curseur sur eux autres, tu les voyais pas maquillés. Mais c'était que du Photoshop, puis des gags. Fait que je trouvais, mettons, un sans-abri qui ressemblait à Dan Bigra, je le mettais, tu sais. Puis la raison pourquoi mon site avait vraiment explosé en chiffres, c'est que j'avais un maquillé, pas maquillé de Pamela Anderson, puis Carmen Electra. Puis en Chine, la pornographie est illégale. Puis moi, mon site, vu que j'avais 2 photos de filles en bikini, j'avais... T'avais un following chinois? J'avais à peu près 1500, 2000 visites par jour de Chinois qui venaient juste se masturber sur mon site. Ben voyons donc, je m'attendais à tout sauf ça, mais c'est hilarant. Oui, il n'y a jamais personne qui s'est masturbé sur mon site. Ben là, ça, je comprends, Seigneur. Je suis tout content d'avoir cette discussion-là. Ouais, c'est ça. C'est correct, je suis rendue habituellement, ça fait trop longtemps que j'en ai ça. T'as-tu senti le besoin de faire ça, parce que justement, on en a déjà parlé, parce qu'on était justement pas dans l'espèce de mainstream de l'humour, on l'aurait pas eu, le show d'animation à TVA, puis tout ça. T'as-tu vu ça comme une espèce justement de... C'est l'instinct pas de survie, mais presque, ou ça a toujours été inné en toi de cette curiosité-là? Moi, c'était juste... je suis quelqu'un de travaillant, naturellement. Puis je voyais que personne ne m'engageait, fait que j'ai fait, je vais créer de la propre job. Puis moi, mon père m'avait donné un conseil quand j'étais jeune, qui m'a vraiment aidé toute ma carrière. Il me disait, pense jamais à l'argent. Si tu ne penses pas à l'argent, tu vas faire... Tu sais, mettons, moi, de travailler sur mon site web, je passais 70 heures. Mais tu le faisais toi-même? Je le faisais moi-même, même si c'était avant YouTube. Fait que mes vidéos, j'ai faisais en flash. Tu sais, c'était compliqué que le tabarnak, là. J'avais appris à faire des cartoons. Mais je me disais, tu sais, j'aimais ça, puis là, je le faisais, puis je me disais, tu sais, mon père m'avait dit, si t'aimes quelque chose, fais quelque chose que t'aimes. Si t'aimes ça, tu vas le faire beaucoup. Si tu le fais beaucoup, tu vas devenir bon. Si tu deviens bon, l'argent va suivre. Puis moi, c'est de même, ça a marché. Mon plan de carrière a juste été de faire des trucs que j'aimais. Puis en plus, le fait d'être le seul au début, vu que il n'y a personne d'autre qui veut travailler 70 heures gratuit. Là, fait que tu te démarques en étant un imbécile qui fait tout gratuit. Mais c'est parce que tu y croyais, tandis que nous autres... Vous pensiez à l'argent? Non, c'est pas autant ça, c'est qu'on se disait... Ils voulaient leurs belles affaires. Non, mais moi, je voyais pas comment... On était naïfs, on voyait pas comment un site Internet devait être profitable jusqu'à temps que tu arrives avec ça. C'est ça, Là, tout le monde est comme parti en panique, genre, il faut faire comme Mike, mais sans savoir quoi faire. Non, c'est vrai, le côté comme marketing web était zéro là, comme on en parlait l'autre fois justement avec Rachid. Ça fait pas si longtemps que ça que Instagram, Internet, est vraiment exploité de même pour la pub, tandis que c'est la meilleure pub que tu peux pas avoir. C'est direct un public cible, puis c'est les personnes qui t'aiment, qui te suivent, puis qui, tu sais... Moi, quand j'ai commencé mon podcast, les premières années, on n'avait pas de pub, puis après ça... J'ai eu, genre, des experts, mais tu sais, des experts, il n'y avait personne qui faisait des podcasts. Fait que j'avais du monde qui me disait, moi, je vais te mettre riche avec ça. Puis ça marchait, j'aimais. Puis un moment donné... T'es essayé? T'es en guillemets cru? J'ai signé avec deux personnes
qu'elle allait me vendre la pub, puis personne, ça marchait jamais. Puis j'ai remarqué qu'on donnait trop de pouvoir à l'annonceur. Fait que l'annonceur, après, appelait Michel, puis il disait « Regarde, sur Facebook, ça coûte tel prix, on va te donner tant. » Puis là, on disait oui ou non. Puis à un moment donné, j'ai fait « Fuck off. C'est moi je vais établir une échelle de prix. » Ton échelle de prix. Oui, mon échelle de prix, qu'on est allé au début. Tu sais, Michel, je pense qu'il chargeait vraiment rien, là. Tu sais, genre, par podcast, c'est genre 400-500 la pub. La pub que tu disais, là, que tu niaisais au début. Puis après, j'ai fait, non, à partir de maintenant, c'est 2500 parce qu'on avait les chiffres pour matcher. Exact. Puis on a fait ça. J'ai engagé 2 vendeurs, j'ai engagé un directeur des ventes. Puis j'ai fait, on va faire ça parce que il y avait aucune business qui faisait ça comme du monde. Tu sais, j'avais signé avec un agent d'influenceurs, mais tu sais, il connaissait, mettons, les influenceuses, les influenceurs, il connaissait Instagram, un peu YouTube, mais podcast, c'est un autre monde totalement, là, tu sais. Mais moi, ce qu'on parle depuis tantôt, je trouve que ça nous a donné aux artistes plus de pouvoir qu'on avait quand on a commencé le tournoi, dans le sens que on a parlé encore une fois l'autre fois, on était pas mal dépendants des producteurs. Là, tout le monde devient son propre producteur. Puis cette liberté-là n'a pas de prix parce que, même moi, tu le sais. Mais c'est là que ça paraît aussi, puis que le monde aime ça. De un, toi, t'aimes ça parce que tu peux faire ce que tu veux, puis le monde voit que t'as cette liberté-là. Là. Ben, c'est parce que aussi, t'as ton test de marché, si je peux appeler ça de même, ton étude de marché. Tu l'as toi-même, tu t'es déjà diagnostiqué, fait que t'as pas besoin d'avoir dit, comme tu dis, avoir un gars qui débarque avec ses gros sabots, de genre, hey, m'a montrer comment ça marche, m'a montrer que, hey, regarde, tu sais, il y a ça, moi, les tiens, je vais pouvoir le savoir tout de suite, tu sais. Ouais, moi, quand j'ai lancé mon dernier one-man show, on avait fait le test, parce que moi, je pensais qu'on était rendu là avec le podcast, que j'avais plus besoin de télé, radio, mais... C'est vrai? Oui, t'as pas mal tout vendu ton show avec Sous-Écoute. Oui, bien, j'ai eu un échange de pub avec la radio, vu que j'avais fait une couple de shows gratuits. Sur Énergie, j'aimerais ça. Oui, Énergie. Mais là, on avait fait une étude de marché, puis l'étude de marché disait que mon public était plus porté à acheter des billets s'il y avait une pub à télé que non. Puis là, moi, j'étais comme que non. Puis on a fait le test. On avait lancé le show. J'avais fait Tout le monde en parle. On avait payé une pub à Tout le monde en parle, puis une pub à Occupation Double qui jouait en même temps. Fait que ça m'avait coûté... Là, t'as l'attention de quasiment tous les Québec. Non, c'est ça, ça m'avait coûté 25 000. Pour une shot. Pour une shot. Tu sais, une shot de chaque bar, plus une entrevue. Puis j'ai été à peu près break-even. J'ai vendu comme 1200 billets, tu sais. Fait que, ce qui est bon pour une soirée. Qui est bon, mais quand ça t'a coûté 25 000 pour vendre 32 000 de billets, là, ça vaut pas la peine. Puis après, j'ai fait le test avec Sous-Écoute. On l'a annoncé juste pour mes Patreons. Puis j'ai vendu 8 000 billets. Tu sais, avec zéro. Ça n'a pas rapport. Ouais. Ben, mes Patreons, puis... pas juste mes Patreons, mais mes Patreons, puis... le monde de mon podcast en général. Mais toi, t'as fait les deux? Bon, ben non, mais c'est parce que je voulais revenir à ce que tu as dit tantôt, puis c'est drôle parce qu'on en parlait tout à l'heure du genre de syndrome de pauvre, c'est ça que t'as appelé de même? Ouais. Parce que, tu sais, au début, on est tout le temps, on accepte l'argent, 400$, OK, on pense que c'est beaucoup, puis à un moment donné, tu fais comme, hey, c'est assez, le monde va payer s'ils veulent vraiment travailler avec moi, puis ça va marcher au final. 2500. Ouais. Non, mais je pensais que tu voulais continuer là-dessus parce qu'on en parlait tantôt, justement. En fait, dans deux autres, parce que on va revenir sur le fait de devenir son producteur aussi, depuis la marge de pouvoir, mais, tu sais, moi, de toute la gang, tu sais, moi, j'ai commencé... Tu sais, on a parlé... J'arrête pas de dire on en a parlé l'autre fois, mais... Pas que ça a pris du temps avant de décoller, mais ça a pris du temps avant que ça décolle financièrement. Tu sais, moi, mes chums s'achetaient des, tu sais, Mario Jean, Morancy, tu sais, toute cette gang-là, Tout le monde a des chalets et des bateaux, sauf toi. Tout le monde s'achetait. Je me souviens d'être témoin d'une discussion entre Mario Jean et Normand Bratoit sur la nouvelle Volvo que c'était achetée. J'avais même pas de char encore, tu sais. Fait que je gagnais ma vie correctement, mais sans plus, tu sais, je survivais, tu sais. Je veux dire, je payais mon loyer, mais tu sais, je veux dire. Et... puis pas besoin de parler de la période creuse où ce que là, tu sais, je faisais des shows un peu à gauche par droite dans des conditions de marde juste pour payer mon loyer. Fait que tu vois, là, j'ai 51, je te dirais que depuis 45 ans, depuis que j'ai 45 ans, que je gagne super bien ma vie. Tu sais, puis de chaque année, tu sais, puis avec aucune honte. Le travail a payé, parce que j'ai travaillé fort, puis... Mais avec une gêne. Ouais, c'est drôle que ça nous gêne.
Je pense que c'est notre côté catholique. On était catholique on dans te le fait temps. ça, tu penses que c'est vraiment ça? Ouais, parce que, tu sais, moi, du côté de mon père, ils sont protestants. Fait que j'ai la gêne du côté de ma mère de « Ah non, t'es pas supposé avoir du cash, mais j'ai du côté protestant de « Regarde, là, ton cash, tu l'as pas volé. » là. Non! Mais pourquoi qu'aux États-Unis, c'est une fierté de dire « Moi, un jour, t'es un modèle. Je veux travailler fort, je veux devenir connu, parce que je veux... avoir ce montant-là d'argent. Moi, ma bio avant en anglais, tu sais, au Québec, on marque souvent le nombre de billets qu'on a vendus. Tu sais, mettons, dernière tournée, vendu plus de 130 000 billets ou whatever. Puis en anglais, je le mettais en chiffre d'argent. C'est ma dernière tournée a généré 5 millions. Parce que ça attire plus l'attention. Mais c'est sûr. Parce que ça fait plus mentalité américaine, tu sais. Mais toi, tu l'as dit tantôt, tu n'as jamais rien fait pour l'argent. Ben moi, à un moment donné, j'avais ce stress-là de... Tu sais, j'ai comme réalisé que, veux pas, on est responsable de notre propre retraite. J'ai 2 enfants, pas à charge, mais tu sais, j'aimerais ça pouvoir vous léguer quelque chose à un moment donné, mais... Et, tu sais, maintenant que ça va super bien, on en parlait tantôt, tu sais, je suis capable de m'acheter un vélo de triathlon qui me coûte super cher, mais j'ai encore mes réflexes de pauvre dans le quotidien de tous les jours, genre... pourquoi je louerais un film à 7$ si je peux l'écouter gratuit? Tu sais, j'achèterais telle marque de produits chez Métro ou IGA, peu importe. L'autre à côté, pour une pièce de différence, ça me rappelle quand j'étais pauvre puis que j'avais ce réflexe-là de magasiner. Évidemment, j'avais pas une scène, tu sais. Ouais, moi aussi, je suis même pour, mettons, la Renault. Tu sais, mettons, je vais magasiner le prix. Mettons, je viens d'acheter une maison, puis j'ai magasiné mon bois franc, là, pour des... Tu sais, mettons, il y en avait un, il était parfait, mais j'en ai trouvé un autre qui était genre 2000 de moins, puis vraiment de moins bonne qualité, là, tu sais. Tu l'as pris? Je l'ai pris, puis j'ai fait, là, Christy, hey, ça va me coûter 3000 au lieu de 5000, mais j'aurais pu me payer celui-là à 5000. Puis celui-là à 5000, dans 20 ans, va être encore beau. Celui-là à 3000, si quelqu'un porte des talons hauts, il est scrap. Là, mais c'est weird qu'on a encore ce réflexe-là, comme on dit. Puis tu sais, j'ai vécu au dernier festival Juste pour rire, dans les loges, parce que j'avais du monde, soit de la relève, mais aussi du monde connu, sans les nommer, qui venaient me voir et disaient « Hey man, t'es chanceux, t'as la radio présentement. » Et c'était la première fois que ça m'arrivait dans ma carrière. Après 30 ans de carrière, c'était la première fois qu'on m'enviait, moi. Tu sais, j'ai passé 30 ans envier tout le monde. Et au lieu d'être fier, pas prétentieux. Tu te sens mal. Je me sens comme de la merde, Ben oui, c'est ça. Mais cette année, tu étais un des rares à vivre de l'humour, tu sais. Oui. Tu sais, mettons, l'année passée, Louis-José Hood a gagné 35 000, tu sais, dans son... Tu sais, mais tu sais, il y a, mettons, l'argent qu'il y a de la disque. Ça a été ça son année. Tu sais, puis d'habitude, Louis-José, il doit gagner des millions, là, tu sais. Puis honnêtement, tu sais, je le dis toujours, ce qui me fait chier, c'est quand les gens disent « On sait bien, toi », c'est comme, tu sais, j'ai pas gratté un billet au dépanneur, Chris, pour retrouver le succès. Mais c'est vrai. Non, mais moi, le show business, je l'ai revisité 2 fois, là. Je l'ai monté, je l'ai dringolé, puis j'ai remonté. Tu sais, moi, ce que je dis souvent, c'est, tu sais, moi, j'ai déjà fait la première partie de gens qui ont déjà fait ma première partie. Ça fait que si t'en veux un asti de leçon d'humilité envers eux. Fait que j'aurais pas me sentir aucunement mal, et pourtant, j'ai ce complexe-là que maintenant je gagne bien ma vie. Mais c'est aussi avec je trouve que le showbiz en général, le monde a vraiment, ben là je généralise vraiment, mais le monde a tendance à penser que c'est vraiment facile puis qu'on a bien du cash puis qu'on est capable de tout faire. On est tous super riches ou super pauvres, mais pas entre deux. Mais c'est ça l'affaire. Puis le gros du showbiz, c'est du monde qui vivent correct. T'sais. Oui, vraiment. C'est même chez les humoristes, c'est pas tous des millionnaires. Mais mais c'est quand même vrai, quand tu y penses, il n'y a pas tant d'entre-deux que ça, parce que c'est tellement pas stable non plus, puis tu vis un peu toujours dans la peur, là, comme on parle du syndrome. Il n'y a pas de classe moyenne vraiment dans ce métier-là. Non. Non, c'est vrai. Moi, avant qu'on l'oublie, je veux aussi qu'on aille, tu sais, toi, tu as vécu, te faire produire par des producteurs, évidemment, et te prendre tout en charge. J'y ai pensé, moi, le dernier show. Mais tu sais, moi, le talon d'Achille dans ma carrière, c'est les ventes de tickets. Je suis pas un gars de 100 000. Si j'avais vendu 100 000 dans les derniers shows, je l'aurais fait tout seul. J'ai pas cette confiance-là. Toi, ça a été quoi la grosse différence? Justement, en fait, question en 2 temps. La grosse différence, bon, pour les revenus, ça, c'est une chose, mais être capable d'écrire avec le souci que tu te produis,
As-tu la différence entre écrire librement et écrire avec dire « Hey, je suis producteur de mon show ». Non, moi la raison pourquoi... Tu sais, moi, quand j'avais commencé ma carrière, je m'étais dit... Mon premier show, je l'avais produit moi-même, puis ça a eu le succès d'un premier show que tu produis toi-même. Tu sais, j'ai fait un soir au Capitole à Québec, un soir au CNA à Ottawa, puis ben des bars. Tu sais. Fait que ça a été vraiment un échec financier. Là. Mais puis le deuxième show, j'étais produit par Spectra. Troisième show, encore. Puis rendu au quatrième show, j'étais assez établi, je pense, pour me produire moi-même. Mais je m'étais dit, je vais garder mon producteur vu que avec un producteur, c'est de la protection. Tu sais, je me disais, moi, tu sais, mon humour, pas que je voyais que j'allais me faire amener en cours à un moment donné, mais je m'étais dit, si je fais chier telle personne, j'ai mon producteur pour me backer. Et là, quand je me suis fait amener en cours par la Commission des droits de la personne, puis que mon producteur, Chris, s'est sauvé, là, comme, tu sais, il n'a rien fait pour me défendre. Puis là, sur le coup, j'ai fait, bon, mais regarde, c'est ma joke, c'est son choix qui ne m'aide pas. Puis après, mon booker appelait Michel, mon gérant, puis il disait, hey, c'est bien cool, on vend des billets pas possibles à cause de la pub gratis. Puis là, je suis comme, Chris, c'est de la pub gratuite pour vous autres. Moi, c'est pas de la. Fait qu'on dirait que ça me faisait chier. Chaque fois que j'allais à mes shows, puis c'était plein, au lieu d'être heureux, c'était plein. Je me disais, tabarnak, la moitié de l'argent va à eux autres. C'est au gars qui s'est sauvé. Oui, au gars qui s'est sauvé, fait que j'ai fait fuck that. Là. Même cette tournée-là, ça s'est mis à bien vendre quand je me suis fait amener en cours. On a arrêté la tournée, puis j'ai fait fuck off. Je veux plus leur donner d'argent. On a arrêté la tournée, puis tu sais, j'ai respecté toutes les dates qui étaient signées, mais toutes les options, je les ai cancellées. Puis le show d'après, je me produis moi-même. Puis la différence, justement, comme je te dis, moi, c'est drôle parce que je suis sûr que devant mon ordi, pas que mon style deviendrait différent, mais à chaque fois que j'écrirais, j'étais comme, qu'est-ce que j'ai besoin d'être drôle parce que c'est moi qui se produit. Puis, Non, mais moi, même pas, vu que ce show-là, je l'avais écrit, j'aimais plus faire de scène. Puis quand j'avais repris le goût de faire de la scène, j'allais au bordel tester des affaires. Fait que je l'écrivais en me disant, j'espère que ça va marcher au bordel. Puis un coup que j'avais 1 heure et quelques de stock, on a annoncé un show. Puis là, j'ai juste eu à écrire un numéro. T'as même pas l'impression, toi, c'était même pas genre, je sors un show. Non. C'est genre, je réintègre l'humour à mon rythme. Puis, moi, mon but, c'était même pas... La seule pression, je chantais. Tu sais, d'habitude, là, 4, 5, 6e show, tu as une pression de « il faut que ça soit drôle ». Moi, j'avais l'impression que le monde pensait que mon procès m'avait détruit côté confiance. Fait que je voulais juste montrer, regarde, je veux juste montrer que je suis encore là, puis j'ose encore aller dans les zones que j'allais. Parce que l'autre question, c'était-tu justement, t'allais-tu être plus safe dans ton humour? Ouais, puis... moi c'est important de ne pas faire ça, mais ça t'a donné plus le go qu'autre chose, là, le genre de « hey, c'est tout à moi ici ». Mais moi, je pense... Non, mais... Tu sais, Richard Pryor, il y avait une phrase que j'aimais vraiment, là, c'est qu'il disait « le show business marche quand tout le monde part en limousine ». Puis moi, avoir un producteur qui prend la moitié de mon revenu, si je suis encadré, puis s'il m'aide, puis s'il me fait faire bien du cash, ça me dérange pas de donner la moitié, mais c'est juste aide-moi, puis Chris, il faut que je sois en limousine moi aussi. Là. Si toi, tu te sauves en limousine, puis moi, je suis avec mon esti de vélo qui a un flat, là, je vais être en tabarnak. C'est bon. Moi, il y a une autre affaire que j'avais envie de toi. J'y ai regoûté. On fait du coq à l'âne, évidemment, mais... Toi, ça fait comme quoi, 7-8 ans que vraiment t'as replongé, t'as développé le côté anglophone. Puis je me souviens, tu sais, t'es le premier Québécois à animer le Nasty Show. Ouais. Puis, man, je t'en viens. Pour la bonne façon. C'est un des rares. Vous êtes rencontrés? Non, qu'on se connaît. OK. Mais tu te souviens pas, dans le fond, on a couvert cet aspect-là dans ce Non, mais non, je parlais pas de cet événement-là. Je parlais pas. Non, ça me concernait j'avais pas, j'écoutais rencontré pas. ton père à l'époque que je savais même pas qu'il faisait de l'humour en français. Tu sais, au Comedy Works. Mais Works. c'est ça, en anglais, vous êtes rencontrés. C'était ça ma question, c'était pas clair. Maxime, il était, quand tu rentrais, tu sais, le Comedy Works, c'était décoré, c'était vraiment un comedy club old school. Là. Fait que tu avais les vedettes sur les murs, puis il y avait la photo de Maxime Martin. Ça m'impressionnait tellement. Mais là. oui! C'est parce que t'avais genre... tu sais, Chris Rock, t'avais Seinfeld, t'avais Ray Romano, t'avais Max Martin. C'est bon! C'était vraiment... Mais tu vois, puis moi, c'est un regret que j'ai. Puis
sérieusement, j'ai eu le temps de faire 2 shows entre les 2 confinements, dont un avec toi, justement, au bordel. En anglais? Ça me fait vivre des choses en moi. Puis honnêtement, je pense que j'ai laissé le côté. Dans ma tête, je me vois pas faire une carrière en anglais, mais je vais certainement trouver une façon d'aller m'amuser. Mais toi, oui, t'aimerais ça. Tu m'as fait le tour du monde. Ouais, mais moi quand c'était encore, je vais reparler de mon procès, là, mais quand j'ai eu mon procès, on dirait, j'étais conscient que je vivais, il y avait des places qui étaient pires que ça, puis j'avais le goût d'aller jouer là. Fait que pendant un bout de temps, tu sais, j'ai fait une tournée de la Chine. Oui! Puis pas genre un show, là. Tu sais, je suis le premier westerner à faire une vraie tournée. Tu sais, j'ai fait genre 18 dates. Mais oui, parce que je me disais, la Chine, ils n'ont pas de liberté d'expression. Je veux voir c'est quoi faire du stand-up d'un pays de même. Je suis allé faire 2 festivals d'humour aux Émirats arabes. Ouais. Que, tu sais, les Émirats arabes, c'est pas l'Arabie saoudite, là. Mais c'est adjacent, là. T'sais. Puis t'étais-tu toi-même ou honnêtement, t'étais un peu moi, plus j'adaptais fuck out. Ça nous étonne pas. Vraiment. Mais probablement parce que tu venais d'ici, on te permettait ça. Si t'avais été un humoriste local, probablement qu'il y a eu des menottes, t'aurais peut-être attendu en sortant de scène, non? Tu sais, l'affaire qui m'a vraiment fait freaker en Chine, c'est que, pas le premier soir, mais le deuxième soir, je débarque de la scène, puis il y avait des policiers en arrière, puis là, le producteur vient me voir, puis il est comme, écoute, la police est ici, puis là, j'ai fait, tabarnak, OK, je m'en vais en prison. Mais il était là, vu qu'il avait appris que je dormais dans un hôtel 4 étoiles, puis en Chine, les étrangers peuvent juste dormir dans un 5 étoiles. Mais voyons donc, pourquoi? Pour quand tu reviens ici, tu dis « Hey, c'est tellement beau, la Chine, c'est tellement luxueux. » Tu me niaises. Ça va bien. Fait que là, le premier soir, la police chinoise était rentrée dans mon hôtel, qui est un 2 ou 3 étoiles à côté du petit club, et il avait pris mes affaires, mis dans mes valises, puis il m'avait amené au Ritz-Carlton. Fait que là, après mon show... Ben non! C'est bien bon, ça! Est-ce que tu payes la différence ou c'était J'ai jamais rien payé. Non, c'est sûr, c'est la Chine Chine qui m'a reçu, tu sais. Qui se persécutait au Canada, on te bumpait dans un 5 étoiles en Chine. C'est arrivé 2 fois en Chine, les 2 fois. C'est-tu que ça me passe? C'était toujours une espèce de plan de carrière de dire je vais développer ce côté-là ou non. Un peu tu t'en vas t'amuser mais ça fait vraiment pour passer la prochaine étape. Moi, je suis vraiment mauvais pour la business internationale parce que moi, un coup que j'ai joué dans une place, j'ai joué dans la place. J'ai plus le goût de retourner. Fait qu'à chaque fois que je vais à quelque part, si ça va mal, je fais « Ouais, OK, c'était pas cool, mais je suis content, tu sais, je l'enlève de ma liste. Ouais. » Mais quand ça va bien, là, ils disent « Hey, tu pourrais revenir. » Puis là, je suis comme « Ouais, OK. » Tu sais, on dirait que ça me tente pas. Tu sais, quand j'ai fait Édimbourg, j'ai pogné une couple d'affaires que j'aurais pu retourner, faire des shows, faire une petite tournée. Puis j'étais comme... Tu sais, je l'ai fait, ouais. Parce mais j'étais comme en dépression aussi. Fait que, tu sais, peut-être que t'as pas le goût en dépression. Ouais. Parce que moi, je suis allé le voir au Festival d'Édimbourg. Non, pas en Chine. Ouais. Moi, je suis resté dans 2 étoiles. Moi, j'ai pas été bumpé, j'ai pas... Non, mais j'ai été le voir à Édimbourg. Puis, tu sais, c'est le plus grand festival du monde, si je me trompe pas. Là, ouais. Et il y a du monde qui joue littéralement dans les salles de bain, des bars, dans les corridors, tout ça. Puis toi, justement, parce qu'à cause de ton cas était médiatisé, t'avais un bon public, man. Je me souviens que j'étais assis là. Asti que j'étais fier. C'était un bon petit théâtre. C'était plein. Pas à chaque soir, mais mettons du jeudi au mercredi ou samedi, c'était tout le temps plein. Puis ça t'a pas donné, parce que tu le dis, toi, l'idée, c'est de repartir à gauche, à droite, mais là, man, l'Angleterre, parce que tant qu'à moi, c'est la mecque de l'humour. Je pense que c'était vraiment la dépression qui m'a fait que, tu sais, quand j'étais là-bas, moi, en plus, après les shows, j'aime ça, sociabiliser. Puis, tu sais, je suis quand même bon, tu sais, d'un festival, d'aller à la tente VIP, puis juste niaiser, puis avoir du fun. Puis, à Édimbourg, je finissais mon show, j'allais dans ma chambre. C'est rien que ça que je faisais. Je dormais toute la journée. Je me souviens, on est sorti un soir, puis tu me racontes un peu ce qui se passait. C'est le seul soir que je suis sorti. Parce que moi, on dirait, je me disais, je pars du Québec, ça va me faire un petit break. Mais j'avais oublié qu'à cette heure, avec les réseaux sociaux, tu pars jamais vraiment. Ben ouais. Puis aussi, il y a quoi d'absurde de... Tu sais, mettons, quand tu viens à un scandale, tu te fais insulter par ta presse locale. Tu fais, ouais, c'est normal qu'il en parle. Mais quand tu vas dans un autre pays... Puis il en parle dans ce pays-là. Puis t'es comme, voyons, asti, c'est quoi? Ça n'a comme aucun sens, tu sais. La semaine passée, j'ai juste... Tu sais, moi, je lis rien à propos de moi, mais il y a une affaire que je fais encore.
Je google mon nom, puis je check voir quel média en a parlé, mais je lis jamais l'article. Puis la semaine passée, il y avait comme 7-8 journaux que je reconnaissais pas la langue. OK. Fait que là, il y en a un, je pense, c'était portugais. Il y en a un autre, je suis pas mal sûr, c'était suisse. Pas suisse, excuse, suédois. Mais j'avais aucune idée de ce qu'il disait. Puis je suis curieux de voir qu'il parle de moi, mais pas assez curieux pour faire Google Translate pour me faire insulter. Je pense pas, en fait. Écoute, de toute façon, son temps pas à peu près, tu sais. Mais c'est drôle parce que tu sais, dans sous-écoute, on parlait de la période où moi, je trouvais tout lourd et noir et tout, puis comment tu m'avais botté le cul à retrouver le sourire. Mais c'est du coup, je trouve qu'aujourd'hui, c'est le fun de ton côté de retrouver le Mike Ward que je connaissais il y a bien longtemps. T'as l'air quand même plus léger depuis quoi, 2-3 ans? Même, c'est drôle parce que tu m'as même dit, là, c'était en cours suprême, pas que tu t'es encore lycée, mais c'est comme s'il parlait de quelqu'un d'autre. Ça fait tellement longtemps que, c'est comme si c'était plus moi, là, tu sais. Aussi, je pense que la plupart du monde ont compris, là, après 10 ans, que c'est pas la joke que je défends. Là. C'est ça qui était lourd au début, tu sais. Puis même, il y a eu une journaliste qui a parlé de ça, genre, il y a un mois, mais j'y ai écrit, tu sais. C'est que le monde pensait que j'étais en cours parce que je voulais continuer à faire cette joke-là. Cette joke-là, Chris, fait 10 ans que je la fais pas. Donc, à un moment donné, t'abandonnes la joke, t'en as d'autres, là, je pense. Tu veux te poser une dernière question? Moi, je voulais parler du stock market, là, mais on va en parler avec l'autre invité. Parce que je voulais parler du fait que tu étais un des premiers. Pendant que tout le monde regarde de Netflix comme une application qui était. Mais c'est ça, moi, des vieux films, toi, t'as embarqué. Moi, j'avais acheté Netflix. Je pense même pas. Il y avait du streaming aux States, même pas au Canada encore. OK. Puis j'ai vendu toutes mes actions quand les autres sont arrivés, mais il m'en reste une coupe. Puis, tu sais, j'avais payé, genre, là, mettons, sur une coupe de 1000 l'action, j'avais payé une coupe de pièces. Mais je n'avais pas acheté. L'action Netflix, là. Oui, je n'avais pas. Tu sais, j'avais pas d'argent. Tu sais, fait que j'avais acheté pour 100 pièces. Mais dans le temps, là, ça peut monter, là. Mais ça fait-tu longtemps que tu fais ça? Ça fait, mettons, Netflix, c'était le premier que j'avais acheté, puis c'était genre 2000. Peut-être, ça doit faire 10-12 ans. Quand même, OK. Mais c'est quelque chose qui t'intéresse vraiment, là. Tu fais ça régulièrement parce que j'ai l'impression que c'est comme une religion. C'est que j'avais lu une affaire un moment donné, puis ça, je le crois vraiment, là. C'est que y avait j'avais lu un livre, puis le gars disait que la meilleure personne pour voir quelle compagnie va pogner, c'est un enfant. Vu qu'un enfant décide avec son cœur d'enfant, fait que c'est pas genre « ça a-tu du sens financièrement? » C'est « ça, c'est-tu bon? Ça, c'est-tu le fun? » Fait que là, moi, après ça, j'ai comme « aussitôt que j'aime un produit, j'achète des actions. » C'est le cœur d'enfant qui investit. Ouais. Puis à date, tu sais, je me suis trompé souvent. Tu sais, comme SiriusXM, j'avais mis pas mal d'argent, ça a été un flop. Mais sinon, tu sais, il y en a plus. J'ai fait des bons moves, tu sais. Encore aujourd'hui ou c'est quelque chose de délaissé? Non, encore aujourd'hui, tu sais, comme j'avais acheté Tesla il y a longtemps. J'avais acheté Amazon, Tesla, puis Netflix, ça a été mes 3 bons moves. Puis une compagnie qui s'appelle Dexcom. Moi, j'ai un truc pour le diabète que j'avais acheté. Ça, c'était la première fois que je mettais pas mal d'argent. Puis ça a vraiment bien marché. Parce que tu avais testé le produit? Oui, c'est ça. Puis tu l'avais-tu acheté? Non, ben je l'avais acheté semi-haut, mais il a monté de beaucoup, tu sais. OK, mais c'est drôle parce que, justement, l'invité qu'on reçoit après, c'est un de mes amis, puis on en parle régulièrement parce que ça commence à m'intéresser full. Tu sais, j'avais jamais même imaginé m'intéresser à ça, mais c'est super intéressant. Puis lui, sa théorie, c'est qu'il faut s'informer, il faut checker, il faut lire des affaires. Lui, c'est vraiment ça, lire des articles, écouter des vidéos de comme Jeff Bezos qui parle pendant comme une heure. Moi aussi, il y a une affaire que je fais, puis que je pense que j'avais appris ça de la personne qui disait de penser comme un enfant, là. Mais c'est que tu n'investis pas tout dans la même industrie. Tu sais, mettons, fait que tu mets tes bits fait que moi, c'est ça qui me fait chier. J'ai souvent des affaires que c'est juste de la technologie. Puis j'investis juste c'est l'affaire la plus safe aussi, à quelque part, à moins que ce soit une compagnie vraiment boboche. Tu sais, comme à l'époque, j'avais investi dans une compagnie qui s'appelait Badoo, qui est comme un... Site de rencontre? Non, c'est comme un Facebook ou Google chinois. OK. Puis là, je voyais que ça montait, mais j'étais comme, je parle pas chinois, je connais personne en Chine, je saurais pas quand vendre. Parce que dans ton hôtel de 5 étoiles, t'es coupé de... le vrai monde... Non, mais c'était avant ça. Mais je trouve, tu sais, si mettons, t'investis dans 7-8 compagnies, t'en as une qui va chier, t'en as une qui va exploser, puis le reste va être correct. Fait que si t'en as
minimum 5, maximum 10, tu vas être correct. Moi, tu vois, dans le temps que j'investissais régulièrement, le défaut que j'avais, c'est que des fois, mettons, si je vendais à profit, là, je vendais mes actions, puis après, je continuais de regarder le stock, puis s'il montait encore, j'étais comme... je calculais le cash. Fait que puis tout le monde sait que c'est règlement numéro 1. C'est une fois que tu vends quelque chose, tu ne regardes plus, à moins de vouloir le racheter, puis de vouloir te remettre dans la game. Mais moi, parce qu'on en parle de plus en plus, je veux dire, même mes conseillers financiers m'en parlent, je veux dire, puis quand tu dis des chums comme Alex, qu'on va... Seigneur, j'essaie de retrouver mon rush le plus longtemps possible. C'est moi qui bois de la bière, puis c'est toi qui rate. Moi, de l'eau plate. Mon corps est rendu là, même. Ouais, c'est ça. Je rate de l'eau plate. Tu rates des bières belges de 1997. Mais, Chris, qu'il faut pas être trop émotif, me semble, quand tu commences à jouer à ça. Mais moi quand j'avais commencé, j'ai vraiment commencé avec... J'avais pas mis beaucoup. Je pense la première fois... C'est de l'argent que tu pouvais perdre. J'avais mis 1000 piastres dans plein de compagnies, tu sais. Fait que je me disais, au pire, je vais perdre 1000. Puis après, j'avais remis un autre 10 000. Puis après, j'ai rien mis d'autre, tu sais. Fait que j'ai juste... Tu es sûr que c'est le même 10 000 depuis ce temps-là? Ouais, mais c'est ça qui est le fun aussi, c'est que tu peux réutiliser l'argent que tu as fait avec d'autres actions, puis là, tu les remets ailleurs. C'est ça qui est hot. Honnêtement, ça m'intrigue tellement. Puis ça n'a pas monté, tu sais. C'est pas d'un million, là, tu sais. Mais... Tu sais, pour ça 10 000, je suis content, là, tu sais. OK. On commence-tu? C'est quoi ce « on-là » ? Ben, on était une équipe. Mon cash, tes décisions, c'est ça? C'était pas inutile. Tu sais ce que je vais dire? Oui. Chris. C'est pas inutile, je l'ai à chaque jour de ma vie, je dors avec. OK, c'est quoi, je vais me confesser, puis ça se peut que ça revienne dans le podcast, mais je vais le dire. À un moment donné, je vais te dire les vraies choses. Tu sais, évidemment, pendant le confinement, elle a continué de travailler un peu, mais un peu. Pas tant, fait qu'elle s'est pas mise sur... C'était quoi, la CPU qu'on disait? C'est ça? La PCU, mais c'est que vu que je gagnais un peu d'argent, je pouvais pas la recevoir. Genre, c'était pas légal. Fait que je l'ai aidé financièrement, je l'ai mis sur ma compagnie. Et non, le deal... Tu devais sortir de l'argent, là. Non, oui, c'est ça. Il manque de ça, détails. tu sentes moins mal, j'ai besoin de dépenses, mais je m'en serais passé. Non. Mais le deal qu'on avait, c'est qu'on avait des meetings 2 fois par semaine parce qu'on parlait de projets. Qu'on a fait. Qu'on était en train de faire, justement. Exact. C'est correct. Fait que là, puis des fois, il y a des mois, tu me le demandais pas, mais tu sais, des fois, fait que j'envoyais l'argent, puis je me suis dit, à un moment donné, tu m'arrives, et... J'avais travaillé cette fois-là. Ouais, et là, elle me dit, hey, regarde mes nouvelles pantoufles que tu portes présentement, veux-tu les montrer? Et ça serait le fun comme un moment donné, c'est notre 3e épisode, ce serait le fun que tu mettes des souliers un moment donné. Non. Mais... Ils m'ont coûté 140$. Exactement! C'est ce que je veux. Exactement! Fait que là, Marie, elle me dit, hey, regarde ce que j'ai acheté. Je fais, Chris, je t'aide financièrement, puis t'oses me montrer des pantoufles de 140$, ça reste de même. J'ai une discussion avec sa mère il y a 2-3 semaines à propos d'un autre sujet. En fait, c'est à propos de ton attitude de merde puis le fait que vous chicanez tout le temps ces temps-ci. Fait que... Amène-toi cette attitude de merde-là, ouais, techniquement, c'est exact. ça. Fait que là, anyway, fait que ta mère m'appelle, elle dit comment ça se passe avec Livia, il me semble que c'est temps-ci, blablabla. Fait que je fais non. Puis là, on commence à tomber dans l'affaire de, les dépenses. Je fais, moi, les pantoufles. Elle dit, OK, tu capotes pour les pantoufles, mais pas pour le sac. Je fais, quel sac? C'est quoi la marque du sac? Versace, je sais pas trop quoi. C'est une Louis Vuitton. Une Louis Vuitton. Ouais, je dirais même pas le prix. Je vais dire tabarnak, par exemple. Et là, le pire, voici comment que les femmes s'assiedent ensemble, parce qu'à un moment donné, je suis en train de parler avec sa grand-mère. Pas ma mère à moi, mais la mère d'Éloïse, ton autre grand-mère. Puis je dis, je peux pas croire que blablabla. Puis elle fait, ben tu sais, Max, faut que tu vois ça comme un investissement, parce que ces sacs-là ne se démodent jamais. J'ai fait, quelle réponse de merde. Non. Fact! Non, fact. Hey, en plus, c'est une usagée. Elle est tellement belle parce que c'est une vintage. Le prix que t'as payé, c'était usagé. Des parents qui écoutent, là, quand je le mets des commentaires là, sur la page YouTube ou sur nos pages, dites-moi que je suis pas seul à avoir élevé un enfant irresponsable avec l'argent. T'es irresponsable, puis maman aussi, par rapport à l'argent. Vous êtes nul. Vous m'avez rien appris de bon comment gérer mon argent. Merci. Bref. Prochaine question. J'aime ma sacoche. Tantôt dans l'intro, j'ai dit ta face parfaite commence à m'intimider, puis je veux puncher ton 6-pack dans la gorge. Alors, bienvenue à l'émission Alex Labbé. Merci beaucoup. Je vous laisse entre vous autres parler de cash. Non, mais ce qui était aussi drôle, puis qu'il ose pas dire, sûrement parce qu'il est gêné, là, ça paraît pas, mais
c'est comme quand même étonnant que tu sois intéressé à ça. Là. On sait pas d'où ça sort. T'en as pas vraiment parlé de comment tu as commencé ça, pourquoi tu tripes là-dessus. Ouais. Non, parce que c'est un beau parcours parce que, tu sais, on jasait l'autre fois, toi puis moi, puis carrière de hockey, après ça, évidemment, modeling. Ouais. Mais après ça, de vouloir prendre des choses en charge puis de tout de suite aller en finance, c'est comme vraiment un schlack. Ouais, c'est un gros virage. Ben, en fait, j'ai comme une relation amour-haine que j'aime bien dire avec l'argent. Je déteste que l'argent contrôle le monde, mais j'adore la liberté que l'argent m'amène. Puis le stock market, c'est un peu ça que j'ai découvert, c'est que ça peut m'amener beaucoup de sous avec des bons investissements au bon moment. Fait que c'est un peu comme ça que j'ai commencé. Mais, donc c'est ça. Mais pour votre génération, parce que nous autres, on se faisait ancrer REER, mettre l'argent de côté, REER. C'est le mot que tu entendais constamment. Ouais, c'est comme s'il n'y avait pas d'autres options. Oui, littéralement. Puis tu vois, moi j'en parlais avec Mike tantôt. J'ai investi de temps en temps. Je suis pas sûr que j'ai le genre de personnalité pour. Okay. Ouais. Puis tu vois, Mike, lui, il est très instinctif. Lui, il me dit, tu sais, investis comme un enfant. Tesla, il a investi, Netflix, puis Amazon. Ouais. Toi, c'est le contraire. Toi, c'est très recherché. Oui. Moi, j'aime. Quand je pourrais dire, je fais très attention à mon argent. Fait que quand j'investis dans quelque chose, je veux que ce soit quelque chose de sûr. Dernièrement, j'ai fait le pay move de ma vie. Je me suis laissé aller. Je suis comme, je vais dans quelque chose qui n'est pas sûr. Puis tu vois, tous les jours, je touche mon pouce. Je suis comme, OK, je suis encore en vie, ça va, ça me stresse. Parce que c'est pas quelque chose que j'étais habitué de faire. Habituellement, moi, tu vois, j'avais du Tesla, j'avais du Apple, j'avais Facebook, Coca-Cola, des choses qui étaient Coca-Cola aussi. Tu sais, des choses que tu mets une fois, puis tu n'en regardes même plus, que tu les laisses aller. Puis là, tu vois, dernièrement, j'ai essayé de faire un petit coup d'argent vite. Puis évidemment, tu sais, quand tu essaies de faire un petit coup d'argent vite, c'est là tu t'en vas. Fait que j'ai fait de quoi que... OK, fait que les lois du marché sont encore ça. Pas d'impulsivité. Ça peut arriver parce que, tu sais, ce qui influence les gens présentement, c'est... Tu sais, nous autres, on en a parlé à la radio l'autre fois parce que, avec toute l'affaire GameStop, là, le fameux... Ben exactement, c'est ça. On en a parlé c'est ça qu'on suit, là. Puis, tu sais, Marie-Claude, avec qui je fais l'émission, elle disait... Parce qu'un auditeur nous avait écrit sur la messagerie pour dire « Hey, si vous avez des questions, dis-moi, je suis dans la gang, il est pas Reddit, mais Robinhood, c'est ça? Ouais. Oui, Puis Robinhood, ouais, en plus, la grosse affaire qui s'est passée dans Et le mari dit, on l'invite dessus, parce que c'est rare qu'on a des invités à l'émission, on dit, est-ce qu'on invite pour jaser? Puis j'ai fait, je sais pas à quel point que les gens vont embarquer. C'est débile. C'est fou, présentement. Comment que les gens sont curieux, parce que je pense, surtout dans les temps qu'on vit présentement, oui. On sait que c'est très précaire pour bien du monde, puis pour, tu sais, on veut tous trouver une façon de comment qu'on va sortir de ça gagnant. Si t'as pas beaucoup d'argent, comment tu peux en faire? Si t'as de l'argent, comment tu peux en faire un peu plus? Parce que j'ai l'impression que ce qui s'est passé, ça a installé une espèce de mode de panique de Ben oui. tout peut crasher un moment donné. Ben oui, exact. Puis pas juste avoir des investissements, des fois je me demande bien si je mettrais pas du cash dans une mallette sur le terrain dans... Oh fuck, j'allais dire ma cachette. Mais c'est vrai. C'est pas dans Charlevoix, il y a rien. N'est pas avec des pelles puis des détecteurs de métal, il y a rien dans Charlevoix. Bon, allez, vas-y, pose des questions, go. Mais c'est un peu comme ça aussi, j'ai commencé, tu sais, la première vague. Je veux pas, moi, tout est côté marketing, avec le milieu de la mode, avec les réseaux sociaux. Fait que j'étais bon, quand est-ce que je pourrais... Je veux pas aussi, j'étais pas sûr. Je vais-tu continuer à avoir des contrats? L'argent va-tu continuer à rentrer? OK, fait que c'est récent, ça. C'est tout récent. Ça fait longtemps que ça m'intéresse, mais c'est tout récent que j'ai vraiment commencé, parce que je voulais vraiment faire mes recherches avant de m'embarquer là-dedans. Fait que j'ai ouvert mon compte, j'ai attendu une couple de semaines, je faisais juste ça. Tu sais, première vague, en plus, on n'avait rien à faire, tout était fermé. Là. Fait que jour et nuit, en fait, je lisais juste sur le stock market, je m'informais. Puis après ça, là, j'ai commencé à investir tranquillement. Puis j'ai été chanceux parce que quand la première vague est arrivée, il y a eu un immense pic de gens qui se sont mis au stock market. Fait que ça s'est mis. Il y a eu des rendements là, hallucinants. Là. Tu vois, Apple, moi, j'ai doublé mon affaire de plus de 100% que j'ai fait avec Apple. Puis habituellement, Apple, un bon rendement dans une année, on parle d'un 15-20%. Là. Puis ça, Apple, c'est un très bon rendement. Puis tu vois, mes investissements avaient juste par rapport. Facebook, c'était cinglé. Apple, c'était un non-sens. Même chose avec Tesla. Tesla, c'est une farce. Là. Je pense que si on regarde, là, c'est une affaire de 1000% que ça l'a fait ou 1500%. Oui, j'ai vu ça moi aussi il n'y a pas longtemps parce que maintenant tout le monde en regarde. Et pourtant, tu sais, moi, de mon côté, je me disais, c'est-tu le pire temps pour investir avec tout ce qui se passe, l'insécurité du futur? Tu sais, moi, c'est ma façon, tu sais, des fois, je suis un peu, tu sais, je suis toujours proche d'un scénario apocalyptique, mais j'ai l'impression que c'était la dégringolade qu'on allait voir comme en 1929. 100%, ouais. Mais non. Mais c'est parce qu'en fait, ce qui est arrivé, c'est que les gouvernements ont investi des milliards. On parle d'une affaire comme quelques trillions là, qui ont investi dans le stock market. Fait que c'est ce qui fait... le stock market tient un peu de façon... pas fausse, mais j'ai oublié le mot, là, qui est le mot exact, là, mais de façon, c'est que c'est les gouvernements... Superficiel, mais... Merci, exactement, superficiel. C'est que présentement, tout le marché est surévalué. Tu sais, tu regardes Tesla, j'adore Tesla, je veux dire, je suis le premier à dire qu'un jour, je vais m'acheter une Tesla et je crois en Tesla au maximum, mais présentement, l'action tourne, tu vois, il y a 2 semaines, elle était à 850 ou 900, puis là, il y a eu une petite correction du marché, elle est descendue à 689, mais Tesla vend
499 000 exactement d'autos par année. Puis mettons, on prend comme Toyota ou Ford qui vendent des millions et des millions d'autos par année. L'action n'est même pas le tiers de Tesla. Fait que présentement, tout est tellement surévalué que ça n'a aucun sens. Tesla, l'action... Mais exactement, exact. Le marché immobilier aussi. L'action Tesla vaut peut-être un 300 $, 400 $ logiquement. Puis là, on parle d'un double. Puis le double, c'est après le split. Parce qu'avant, le split, elle montait à 1000 ou 1100. Puis on splittait l'action qui est tombée à 400 puis qui est remontée à 900. Fait que c'est logique. Okay, tout le monde est en train de me perdre. J'ai l'impression qu'il faut que je passe un examen en fait de mon propre podcast. C'est qu'est-ce qui se passe là? J'ai pas pris de notes. J'ai pas pris de notes. Il est trop tard. Qu'est-ce que je fais? Mais tu sais, à la base, si je reviens de... Parce que, encore une fois, on en parlait avec Mike, tu sais... Dans mon métier, surtout, quand tu as commencé à faire de l'argent, parce que tout le monde présume que les humoristes sont tous millionnaires, c'est mal vu. T'sais, au Québec, parler d'argent, tu peux pas dire que tu gagnes bien ta vie. On dirait que votre génération, c'est différent. On dirait que votre relation avec l'argent est différente que nous autres. Mais tu vois, je trouve, surtout avec les réseaux sociaux, il y a une façon, on dirait, les jeunes aujourd'hui qui sont entrepreneurs veulent monter, font un maximum d'argent avec les grosses voitures. J'ai l'impression que c'est une façon de montrer qu'ils font de l'argent. Ou le pouvoir, exact. Fait que oui, ça l'a changé, mais... pas d'une bonne façon, je trouve. C'est pas à cause que tu fais de l'argent que tu as besoin de montrer que tu as une voiture à 400 000. Oui, mais ça changera jamais. Non, ça, je suis d'accord. Comme on disait tantôt, on a pris un peu le côté plus américain de la compétition puis la position qu'on prend par rapport à l'argent qu'on fait. C'est même rendu, encore une fois, superficiel puis un peu faux parce qu'on... Mais ça le sera toujours, mais au moins, vous n'avez pas cette honte-là. Non. Non, c'est rendu moins tabou, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est rendu, c'est rendu une compétition, comme un concours. Moi, c'est ça qui me fait peur. C'est rendu une compétition. Le premier qui va être riche, le premier va faire son premier million. Puis je suis comme, regarde, chacun fait ses affaires. Puis comme, si tu fais 1 million, good for you. Je veux dire, arrêter de... Moi, c'est un peu la comparaison des réseaux sociaux qui me fait peur. Là, avant, c'était le premier qui avait une voiture. Là, c'est le premier qui a une Ferrari, le premier qui a une deuxième Ferrari. Puis je suis comme, arrêtez de vouloir tout hypothéquer. C'est comme tu disais tantôt, c'est que là, c'est surévalué tout. Comme le stock market est fou. Oui, mais tu vois, comme pour nous autres aussi, c'était... tu sais, le premier justement qui va s'acheter sa première maison, puis tu partais, quand tu commençais en humour, tout le monde t'avait le char que tu avais au début qui te transportait à tes shows à Sherbrooke, puis à Trois-Rivières, puis à un moment donné, tu changeais de char, puis... Mais est-ce que tu le savais, mais personne le criait. Certains l'ont vécu d'une façon superficielle, mais tu te ramasses vite à te faire pointer du doigt par les autres, genre « calme-toi, to do ». Tu veux flasher, c'est... Tu sais, Mike... Moi, je suis content d'avoir les discussions que j'ai eues tantôt avec Mike, parce que Mike, c'est quelqu'un de très ouvert lorsqu'on parle d'argent. Puis moi, puis Mike, on a toujours, probablement parce qu'on était tout seuls sur notre île très longtemps avant que Jeff Mercier puis McLeod arrivent à être ceux qui avaient de l'humour trash, qu'on a cette unité-là entre nous autres. Fait que moi, Mike, il y a quelque chose de beau qui arrive dans sa vie. Je suis content pour lui, puis et vice-versa. Mais, tu sais, et maintenant, je suis capable de le faire un peu avec tout le monde, mais... Quand on parle de compétition, c'est pas nouveau, là, tu sais, là. Non, je pense que ça va toujours être. Puis quand quelqu'un faisait de l'argent, personne n'était content pour lui, là. Ah, encore aujourd'hui, tu sais, je trouve avec les réseaux sociaux, tu vois, même nous autres, mettons, on a un contrat avec la même compagnie, comment tu fais? T'as-tu fait plus? Est-ce que c'est moins de posts, moins de stories, blabla? Puis je suis comme, pourquoi cette compétition de tout le temps vouloir comparer ce qu'on fait? Comme tu fais de l'argent, good. Comme tu gagnes, good for you. Puis si je gagne, good for me. Tu sais, je suis comme arrêté de... Tu vois, nous autres, en humour, on a commencé à le faire les dernières années entre nous autres. Justement, Mike, Jeff Mercier, moi, Guy Nantel, Mascotte. On est peut-être à peu près une dizaine que si, mettons, je me fais offrir... le même festival que Jeff Mercier a fait l'année d'avant. Mettons qu'il a animé un soir au festival XYZ. Je vais appeler Jeff, je vais faire « t'as eu combien ?» Puis il va me dire combien qu'il y a eu. Puis je sais que moi, présentement, tu sais, Jeff, sa valeur est un peu plus haute que la mienne. Si on parle d'un stock market d'humoriste. Mais tu sais, c'est pas la moitié non plus, tu sais. Fait que s'il a demandé ça, ben je sais que je peux demander ça. C'est comme ça que nous autres, on s'en sert. Mais c'est de l'entraide, ça. C'est super intéressant. Tu vois, ça, moi, j'aime cette facette-là parce que c'est une entraide et non une comparaison. Ah, t'as eu le temps, fait que je veux plus, ou je veux ci, je veux ça. Je trouve que présentement, avec les créateurs de contenu influenceurs, c'est un peu ça. C'est une comparaison, puis le qui va aller chercher plus avec tel contrat. Mais je suis comme arrêté de vouloir tout comparer. Je suis comme... Mais t'as l'air terre à terre, mais est-ce que je me rends compte ici de ce que vous vivez? Tu sais, nous autres, il y avait... le nombre de cadenas pour réussir ou se rendre à ou se comparer à était quand même limité. On se comparait à ce qui se passait au Québec. Justement, moi et Mike, on a joué du côté anglophone. Fait que, nos horizons se sont agrandis un peu plus que ceux qui jouaient qu'au Québec. Mais vous autres, vous luttez contre un marché mondial. Ben, comme on l'a déjà dit, plutôt, je me rappelle même pas dans quel podcast, mais c'est juste que maintenant,
on a cette liberté-là qui parfois peut être laide parce que la compétition embarque, puis c'est juste super superficiel, mais en même temps, on peut faire ce qu'on veut, quand qu'on veut. On est un peu autoproduit directement de par nos chaînes YouTube, de par notre Instagram, de par whatever, name it. Fait que c'est vrai que c'est le fun, c'est beau, puis on a le potentiel, puis peut-être un peu le rêve américain que tout se peut. Mais encore une fois, c'est que tu as 2 fois plus de personnes à gérer, tu sais, comme à... La compétition. Ouais, c'est ça. Mais ce que je trouve l'avantage de notre génération avec votre génération, c'est que nous autres, aujourd'hui, en 2021, tu peux faire de l'argent avec n'importe quoi. Je peux prendre ton micro puis le vendre sur le marketplace, faire de l'argent avec. C'est cette possibilité-là qu'on a que vous n'aviez pas à l'époque. Non. Avec Internet, aujourd'hui, tu peux faire de l'argent avec n'importe quoi. Je veux dire, tout ce qui est ici, qui nous entoure, on peut le vendre à profit, faire de l'argent avec. Puis c'est une beauté d'une certaine façon. Il y a plein de gens qui sont sortis de la pauvreté avec cette facette-là d'aujourd'hui marketplace, le stock market. Le stock market, mes chums qui sont pas là-dedans pensaient qu'il fallait que tu mettes des montants de faux au début. Là. Mais comme c'est tu vrai, peux partir avec personne 100 $, tu n'es pas obligé de partir avec des millions pour faire de l'argent. J'ai eu la chance d'avoir En fait, c'est peut-être même un conseil à donner aux gens. Moi, je pense que tu conseil. pars avec l'argent que, entre guillemets, tu peux te permettre de perdre. Mais comme Mike il disait tantôt, exact. Moi, le stock market, la façon que je le vois, c'est l'argent que tu investis, c'est l'argent que tu es prêt à perdre. Parce qu'il y a une possibilité que tu perdes. Il y a une possibilité que tu en gagnes, mais il y a une possibilité que tu perds aussi. Je veux dire, moi, Apple, je l'ai mis dedans parce qu'Apple, c'est la compagnie qui fait le plus d'argent au monde. Ils ont de la liquidité à l'infini. Fait que je veux dire, même une 3e guerre mondiale, un apocalypse, ils vont encore vivre Apple. Ils vont procurer quelque chose. Apocalypse, zombie, tout investi Apple. Et Apple. C'est les 2 choses qui survivent. Exact. Fait que il y a des compagnies qui sont sûres comme ça. Je veux dire, Tesla, c'est très nouveau, c'est très technologique. Fait que il est en train de changer le monde. Je veux dire, cet homme-là, Musk, est en train de littéralement changer le monde. Il est en train d'enlever les autos à gaz du marché, ce qui est hallucinant. Je veux dire, il y a 20 ans, si quelqu'un avait dit ça, vous êtes malade. T'es malade, c'est ça. En même temps, on peut retomber à... On sait que le char électrique existe depuis longtemps, mais oui. que bon... Mais il l'a révolutionné. Mais toi, tu vois ça comme... justement, on sait qu'on a tous les 3 des métiers insécures. Ouais, on va être responsable de notre retraite. Ouais, instable, insécure. Et... fait que toi, l'intérêt pour le stock market, as-tu commencé par une curiosité ou ce besoin-là de dire, OK, il faut que j'apprenne à bien gérer mon cash? Les deux. Je gère très bien mon argent aussi. Mais, regarde, pourrais-tu me donner des cours parce qu'on est 2 morons avec le cash? Mais 100%. Tu l'as-tu vu, ça sacoche le Louis Vuitton? Je l'ai chicané. Tantôt, il a dit Louis Futon. Excellent, j'adore. Seigneur. C'est bien, ça. Ouais. Non, mais oui. Peut-être que si t'avais acheté un Louis Vuitton, ça aurait coûté moins cher que Louis Vuitton. Wesh! Non, merci. Personne n'aurait checké. Hey, je dors avec ma sacoche. C'est un Vuitton? Non, c'est un Futon. T'auras jamais eu à avoir cette discussion-là, ever, jusqu'à temps que moi je l'amène, mais... Non, mais si je peux me permettre, vu que comme on en parle régulièrement... Je suis encore en tabarnak. Ouais, non, c'est ça. Non, mais si je peux me permettre, si on en parle régulièrement, parce que clairement, là, on vient de le dire à voix haute, nous, gérer notre argent, c'est pas ce qu'on fait de mieux. Et le stock market commence à m'intéresser, blablabla, mais toi, personnellement, ça a aussi parti parce que... pour compléter ce que tu as dit tantôt, parce que tu étais full insécure avec l'argent, tu savais zéro c'était quoi. Il y a un point dans la vie, j'avais pas une scène, vraiment pas une scène. On parlait du milieu de la mode au début, puis mettons, pour 20 une couple d'années, j'habitais chez mon agent, puis j'en mets sur son sofa, parce que j'avais pas moyen d'avoir un appartement, puis genre, je regardais le plafond, puis j'étais genre, comment est-ce que je vais manger? À ce point-là, j'avais à peu près 50$ dans mon compte. J'avais rien. Fait que cette insécurité d'argent-là vient de là. Puis aujourd'hui que j'en ai, j'ai une phobie de perdre l'argent. Fait que, tout est calculé. Tantôt, j'ai l'impression que je ramène tout ce qu'on a parlé, moi puis Mike, mais c'est vrai. On a encore par moment nos réflexes de bord. Ben oui, mais exactement. Puis d'une façon, je suis content d'avoir vécu ça parce qu'aujourd'hui, je suis très responsable de mon argent. Puis les moves que je fais sont calculés. Tu sais, comme là, le dernier move que j'ai fait dernièrement, sans rapport à GME puis AMC, qu'on parle, dans le fond, GameStop. Moi, j'ai investi en AMC, qui est un peu le même principe que GameStop. Présentement, tout est fou. AMC, c'est pas la chaîne de télévision de Walking Dead? AMC, c'est des cinémas. C'est la plus grande chaîne de cinéma aux États-Unis. Peut-être que c'est ça. Mais ça a peut-être un lien, par exemple, avec Walking Dead. Peut-être. Mais tu vois, j'ai investi dans AMC, mais ce que j'ai fait, j'ai pris un montant qui était de l'argent que j'avais fait, un surplus, en fait, non mon argent de départ. Fait que j'ai pris un surplus que j'ai mis dans AMC. Fait que si je le perds, mais si j'en gagne, je gagne. T'sais. Fait qu'au bout de la ligne, mon argent de départ est retiré du market. Là, tout ce que je fais, c'est jouer avec le profit que j'ai fait. C'est ça que Mike disait exactement tantôt. C'est ça qui est le fun aussi, c'est que tu gardes cet argent-là, puis tu fais juste la replacer un peu partout, puis tu gagnes au final. Là. Mais je trouve ça quand même assez... admirable parce que moi, puis j'en ai souvent parlé, moi,
quand j'étais jeune, je voulais devenir stockbroker avant même de devenir humoriste. Okay. Moi, mon film préféré, c'était Wall Street que j'ai écouté. Voyons, j'apprends même des affaires aujourd'hui, ça n'a pas rapport. Ça serait fun que tu suives ma vie un peu. Je fais rien que ça, on est 24/7 ensemble. Mais pour de vrai, tu sais, je veux dire, moi, ma dernière année au secondaire, parce que dans l'Ouest canadien, on faisait pas le cégep, j'avais une chemise puis une cravate. Parce que mon idole, c'était Michael J. Fox dans Family Ties, l'ancienne sitcom. Puis, oui, je lisais le Globe and Mail sur l'heure du dîner. Avant de faire le mot, c'était vers ça que je m'enlignais. Et j'étais vu comme un extraterrestre. Parce que nous, dans mon temps, ceux qui embarquaient dans ce genre de job-là, c'était pas des bonhommes, mais tu sais, tu commençais jeune, mais tu sais, je veux dire, c'était pas de la même façon. C'était des brains, genre, t'avais l'impression que ou c'était des vendeurs de chars usagés, du monde qui avait une grande gueule qui était capable de faire des passer bons vendeurs, là, c'est ça, mais vous, honnêtement, je trouve que vous vous impliquez beaucoup plus rapidement avec votre argent. T'sais, nous autres, on le faisait comme parce qu'on était supposé ou une folie ou un trip de high. Tu comprends-tu? On n'avait pas dans ma tête, on n'avait pas cette maturité-là financière que vous avez. Ben à part, j'exclus Madame et son sac. Mais... fucking Vuitton. Mais j'espère que ça se rend à lui. C'est mon hashtag. Fucking Vuitton. T'aurais dû s'appeler Futon, man. Charger moins cher. Mais tu vois, moi, tu sais, je l'ai dit ouvertement, je vais être libre financièrement. C'est la beauté de l'argent. C'est ça qu'on apprend depuis le début. Oui, aussi, c'est ça qui me fâche, c'est que je déteste l'argent parce que je trouve ça dégueulasse que ça mène le monde. Mais la beauté de ce que ça m'amène, la liberté de me réveiller un matin et me dire, bon, aujourd'hui, je m'en vais en Chine, puis il n'y a rien qui m'arrête, c'est magnifique. Tu sais, je veux dire, c'est beau, c'est de toute beauté. Fait que c'est vraiment pour ça que je veux l'argent. Je ne chase pas l'argent, je chase la liberté qu'elle m'amène. Oui, tu vois, juste de parler de même, ça va faire chier bien du monde qui disent, Chris, moi, j'en ai pas d'argent, j'ai perdu tout l'argent pendant le confinement et tout. Puis moi, je sais que ça va paraître bien bête ce que je vais dire, mais je pense que le confinement, oui, c'est sûr que, tu sais, même moi, dans ma gang, je suis un des chanceux parce que j'ai continué en radio, parce que sans la radio, je suis en train de fouiller dans certaines économies, là, tu sais, pour continuer. Mais, tu sais, je sais qu'il y en a pour qui, tu sais, sans dire tout perdre. Moi, je me suis toujours dit que le confinement est un beau miroir de je me reprends en main. 100%. Le peu d'argent que j'ai, qu'est-ce que je fais avec? Est-ce que je change de métier? Est-ce que je retourne prendre un cours? Tu avais la chance de changer ta vie si tu avais une vie de merde. Fait que sans sortant de 2 confinements, tu es encore un peu dans cette position-là de j'ai ma vie, j'ai ma crise de job parce que il y en a qui sont en suspens, qui vont retourner peut-être à même job. Ça paraît bien bête ce que je vais dire. Je regarde la caméra en disant ça. Mais t'avais le temps de changer. Fait que va pas faire. Tu l'as dit, t'avais pas une crise de scène, t'avais 50 000 sur ton compte de banque. Moi, j'ai déjà payé des comptes de Belle 6 mois plus tard parce que je jouais l'artiste, la tête de l'artiste préoccupée. Les gens me disaient, bon, monsieur Martin, on sait bien, vous autres, les artistes. J'avais pas une calice de scène, fait qu'on n'a pas à se sentir mal. Non, exact. Parce que, puis je veux dire, au contraire, tu vois, avec ma plateforme que j'ai la chance d'avoir, j'en parle maintenant sur les réseaux sociaux. Puis j'ai eu tellement de beaux messages suite à ça quand je disais que j'avais pas une scène parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'écrivaient, hey, je me reconnais vraiment là-dedans. Puis comme c'est le fun de voir que tu en es sorti. Fait que tu sais, on est tous à une décision de changer notre vie. Puis on est tous plus pareil qu'on pense aussi quand tu checkes la situation. Là. On est tous dans le même bateau, puis on a tous été à la même place à un certain moment. Oui, exact. Fait on est tous à une décision vraiment, ça a l'air vraiment cliché de dire ça, mais c'est vrai dans un sens. Puis, comme tu dis, avec la COVID, ça a été le moment idéal. Si tu voulais changer, tu vas prendre un cours, tu vas t'intéresser au stock market. Il y a plein de choses qu'on pouvait faire. Je veux dire, j'ai un de mes chums, qu'un de ses chums, il a été dans les rues acheter, même pas acheter, il a été chercher, mettons, les restants que les gens mettent dans les poubelles. Fait que, mettons, une table comme ça, puis il la vendait, puis il a fait de l'argent de même. Je dis, mais c'est magnifique, c'est un génie de faire ça. Tu manques de sous, tu te promènes dans les rues, si t'as pas d'auto, vas-y à pied, vas-y en vélo, puis il ramasse des trucs. Tu peux pas ramasser des vidanges, tu ramasser des choses réutilisables. Exactement, puis après ça, tu peux faire de l'argent avec. Puis tu sais, il a nettoyé, il a arrangé, puis après ça, il revend, puis il fait de l'argent avec ça. Mais je dis, c'est du génie. Aujourd'hui, en 2021, on a cette chance-là de se pouvoir s'en sortir, faire de l'argent avec n'importe quoi, littéralement n'importe quoi. Je veux dire, c'est une beauté, une richesse qu'à l'époque, vous n'aviez pas avec l'Internet qu'on a maintenant aujourd'hui. Tu sais, tu as Craigslist, tu as Kijiji, tu as eBay, tu as Marketplace. Instagram. Oui, tu sais, sur Instagram, tu as la possibilité. Nous autres, on passait le journal. Oui, c'est ça. Mais c'est ça. Mais c'est vrai. Je veux dire, aujourd'hui, c'est la beauté d'Internet, c'est que tu as la possibilité de faire l'argent avec n'importe quoi. Puis le stock market, tu peux partir avec 100$. Il y a des penny stocks, là, ça part à 300$. Ouais, mais ça, c'est un peu plus risqué. C'est ça, c'est très risqué, je suis d'accord. Surtout que c'est pas ça ressemble au casino, là. Ça va jouer au blackjack. blackjack. C'est un gambling, 100%, c'est un gambling. Mais tu sais, tu peux partir avec un 100$ investi dans des trucs qui sont pas chers, des nouvelles compagnies. Tu vois, j'ai investi dans BNGO, qui est une compagnie, eux autres, c'est dans le côté médicinal, mon Dieu, c'était difficile à dire ça. C'est pour le cancer, ils font des recherches sur le cancer, sur plein de trucs. Puis tu vois, l'action est partie à
50 cents US. Moi, je l'ai acheté à 11. Elle a monté à 15. Puis là, tu vas en descendu récemment à 10 US. Fait que 10 US, tu peux t'acheter... Avec le taux de change, c'est un peu moins de 10 actions. Mais tu peux avoir quelque chose. Ne serait-ce que ça, Mais exact. Puis tu fais un petit montant avec ça. Ce petit montant-là, tu le prends, tu l'investis ailleurs. Fait que il y a possibilité de s'en sortir. Puis c'est ça, je trouve, la beauté d'aujourd'hui, c'est que tu peux vraiment t'en sortir. En fait, si je pouvais y passer ma maison, je le ferais. Sans niaiser, moi, c'est un des moments les plus touchants d'un de nos voyages sportifs. En fait, non, c'était même pas sportif. Non, on allait voir Green Day, non? On est allé voir Green Day à Boston. On était dans l'hôtel. Ouais, puis la voiture était stationnée genre au bout de la rue, dans un parking fourni par l'hôtel, mais qui n'était pas collé sur l'hôtel. C'était le lendemain du show. Pendant que je cherchais la voiture, il y avait un monsieur facilement dans la soixantaine. Je me souviens, il avait une barbe blanche. Oui, il y avait des jeans tellement déchirés, ça avait pas, il était sale. Puis il nous avait demandé de l'argent, puis on n'avait rien. Puis là, moi, je me suis mis à brailler parce qu'à chaque fois que je venais d'itinérant, je suis comme... Et là, on avait été chercher la voiture, puis en venant, on avait réglé la facture, puis j'avais demandé de l'argent, puis t'as fait « Non, papa, on lui donnera pas de l'argent. On va y acheter quelque chose. » Et tu avais fait une mini épicée. J'avais ramassé des fruits, des noix, de l'eau, tout ce qui était dans le lobby de l'hôtel. Là, écoute, j'en étais venu les larmes aux yeux. C'est une des plus belles choses que tu as faites, puis je vais le souligner. Je suis très fier de toi. Merci. Ouais. Moi, on m'avait mis une fois au défi de donner 100$. Mais c'est parce que c'est touché avec l'argent, c'est que tu sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça, tu sais, c'est comme... Ben, c'est du quoi? Moi, je me souviens parce que c'est exactement... Puis c'est Jannick, notre psy, qui m'avait dit ça. Elle dit, je te lance au défi de... Parce que moi, tu sais, l'argent, j'ai eu des fois des réflexes de pauvre. Je suis stressé. Fait qu'elle dit... Puis j'avais... Je sais pas pourquoi, j'avais eu une coupe de 100$ pour une affaire de... Je ne sais plus trop quoi. Puis elle dit, t'en donneras un à une personne que tu penses qu'il mérite. Je dis, ouais, mais si ça en apprend d'encourager quelqu'un qui a un problème de consommation, puis en fait... Ouais, puis toi, Chris, parce que ma psy me parle de même pour que je comprenne le message. Eve, on l'aime. Oh mon Dieu, quel fun. Et elle me dit, toi, quand tu avais besoin de consommer puis tu étais content d'avoir de l'argent, elle dit peut-être qu'un jour, tu vas donner de l'argent à quelqu'un, va faire hey, je t'annie. Fait que c'est pas tes affaires, tu le fais. Fait que c'est ça. C'était très thérapeutique comme réponse. C'est drôle, Daniel, parce qu'on a eu les mêmes choix au début de nos carrières, puis on a pris des choix différents. Moi, j'ai testé un peu les zoos à New York, j'en parlais avec Mike tantôt, et je me suis dit, c'est une trop grosse jungle pour moi. Tu sais, j'avais 21 ans, d'appeler les bookers pour les achaler pour avoir des spots dans les clubs d'humour à travers New York, c'était tough. Fait que je suis revenu ici. Toi, au contraire, tu avais le choix de commencer ta carrière ici, tu as dit non, moi je m'en vais dans la jungle de New York. Ouais, moi j'avais commencé en anglais comme toi. Puis ensuite, je me suis dit que au bout de 4 ans, j'avais fait ce que je voulais faire. Puis après, il y avait le festival Juste pour rire. J'avais fait mon premier gala en 2010, je crois. Puis on m'avait offert une carrière en français. Les Sœurs Roson. Ouais. Ils m'ont dit, si tu veux travailler en français, on va t'offrir une place royale. Ça m'a vraiment touché, tu sais, mais j'étais préparé à repartir à New York. Parce que j'ai vécu... T'étais déjà à New York? J'habitais New York de 21 à 24, 25. OK. Puis ensuite, je suis retourné ici pour faire un peu de stand-up. OK, parce qu'au début, tu faisais pas de stand-up à New York, forcément. J'ai étudié le théâtre. Puis j'ai étudié le théâtre à New York, ouais. Ce qui est déjà encore une fois beaucoup de pression, là. Ouais, c'était... De ce que je comprends, c'est qu'ici, c'était pas aussi gros. À New York, ça l'était déjà plus. Ou du côté anglophone, c'était déjà plus. Non, mais ce que je me dis, c'est que lui, la jungle, ça lui fait pas peur. Non, c'est... Regarde, j'avais vu une entrevue avec De Niro, qui à l'époque, c'était mon comédien préféré. Puis lui, il avait... est-ce que vous connaissez, genre, Inside the Actors Studio? Oui, ben oui, exact. Avec James Lipton, c'est une entrevue. Puis lui, il avait dit, si tu veux étudier le théâtre, il faut aller à New York. Puis quand j'ai entendu ça sortant de sa bouche, j'ai dit, OK, absolument, faut que j'essaye ça. Ah! Ouais. Dieu a parlé. Ouais, moi, non, le disciple, je l'écoute. OK, tu t'es lancé complètement. Mais j'avais fait mes études ici. Ouais. J'avais étudié à l'université des lettres puis la religion. Puis je me suis dit, soit je fais une maîtrise, puis tu sais, je deviens prof, puis je rentre vraiment là-dedans, ou je fais vraiment ce que je veux poursuivre. Puis c'était
Puis c'était le travail d'un comédien. Attends, mais moi, avant ça, je sais pas si c'est vers ça que tu t'en allais, mais Je peux pas savoir ce que je m'en allais. Ouais, non, l'envie de commencer, clairement pas l'humour au début, mais le côté plus artistique, il est arrivé quand? Parce que professeur... En lettres et religion, ouais, c'est ça, c'est pas pantoute la même chose. Ouais, mais je crois que il y a une belle histoire, une histoire super drôle. Si tu comprends le langage, ça va seulement t'aider dans ta carrière en tant que comédien. Une fois, j'avais pris un workshop avec un prof. Il donnait Ici au Québec avant de partir? C'est à Montréal. Des cours de lettres, puis de diction, puis de comprendre. Non, mais il faisait des cours de théâtre. Il donnait des cours de théâtre à Montréal. Fait que lui, il a dit, Daniel, devant toute la classe, il dit, Daniel, qu'est-ce que tu fais à apprendre Pourquoi tu étudies à l'université? Pourquoi les lettres, là? Tu veux être comédien, tu veux être acteur, tu perds ton temps. Puis j'ai dit, mais non, parce que tu as besoin de bien comprendre le langage pour... puis je vais donner un exemple. J'ai dit, c'est quoi la ligne la plus fameuse de Shakespeare, par exemple? Je lui ai demandé, je lui ai posé la question, mais vous, qu'est-ce que... Mais lui m'avait donné, c'était Romeo, Romeo, wherefore art thou Romeo? Oui. OK, tout le monde connaît cette ligne-là. Puis j'ai dit, qu'est-ce que tu penses que ça veut dire, cette ligne? Là, c'est toi qui parles à ton prof, là. Ouais, devant toute la classe. Puis lui a dit, wherefore thou Romeo, ça veut dire, where are you, Romeo? Puis j'ai dit, non, wherefore, à l'époque, ça voulait dire pourquoi, ça voulait dire why are you, Romeo? Fait que Juliette, elle est sur le balcon, puis elle pose une question existentialiste, parce qu'il y a un qui est un Montague, puis l'autre, c'est un Capulet. Ouais, exact. Fait que si tu la joues en cherchant un Roméo, tu la joues mal? Tu l'as pas compris? C'est donc bien hot! What? On arrête ça maintenant, on pense à ça pendant une journée au complet, puis on remet la vie en question. Si tu comprends pas la langue, puis tu joues Juliette, puis c'est genre « Where are you, Romeo? » sur le balcon, t'as rien compris de Shakespeare. Et ça doit être fou le nombre de metteurs en scène qui ont dû faire cette erreur. Mais il faut comprendre Shakespeare. T'sais, moi, j'ai étudié les lettres, j'ai adoré Shakespeare. J'adore Shakespeare. C'est écrit par Dieu, c'est malade. Ah non, c'est ça, ça doit être fou à étudier aussi, là. Ça doit tellement être beau. Je m'attendais pas à ça, j'étais encore choquée. J'étais encore raisonnée. C'est vraiment cool. Tu vois, tant qu'à utiliser les lettres, utiliser comme du monde, t'es-tu choqué ou sous le choc? C'est pas la même affaire. Tu jouerais pas de la même façon. Lui, il était pas content. Je l'ai DC, je l'ai mis dans sa place. Ouais. Mais c'était un peu offusquant de la manière. C'est de l'orgueil, évidemment. Ben oui. Mais puis là, j'ai pris la décision. Je me suis dit, OK, il faut que... J'avais peur. J'avais peur d'aller à New York. J'avais peur de me lancer dans cette carrière. Ce qui est normal. Puis je me suis dit, il faut que j'aille à New York. Il faut que j'aille. Fait que c'était même pas comme un... Je le sentais vraiment comme un devoir. Ouais, c'était ça qui devait faire. Ouais. Tu sais, ce que j'ai envie, c'est que je peux pas regretter mes choix. Tu sais, moi, quand je suis arrivé au Québec, moi, à un moment donné, la carrière ici est devenue un défi parce que, tu sais, comme Mike a déjà dit, je suis le premier qui avait ouvert cette porte-là de l'humour un peu trash, un peu, tu sais, corrosif. Un peu. Ouais, non, mais sérieusement. Puis tout le monde disait, ça marchera pas ton affaire au Québec. Puis ça m'a comme fouetté, tu sais. Puis... ouais, puis comme de fait, je l'ai raconté, je l'ai même raconté à sous-écoute, fait que je me répète, mais Guillaume Lepage m'avait dit quand j'ai sorti mon premier show, tu viens d'ouvrir une porte, tu vas être le dernier à passer dedans. Et j'ai vécu cette frustration-là pendant longtemps, mais à la base, la raison que je suis resté ici, c'est parce qu'on m'a dit que ça marcherait pas, c'est devenu un défi de vie. Est-ce que je regrette de ne pas avoir continué en anglais? Je regrette de ne pas avoir trouvé la façon de combiner les deux. Je l'ai fait jusqu'à l'âge de 30 ans. Fait que, longue histoire pour dire que il n'y a rien de plus frustrant que d'avoir un certain regret dans la vie et d'avoir mis... Écoute, la première fois que j'ai fait un show en anglais, Dan était là aussi, puis ça a été 2 shows pendant le confinement. Fait que c'est ce que j'apprécie et que j'admire, en fait, plus qu'apprécier, j'admire, c'est que tu as fait « Fuck it, man. J'ai peur, donc je m'en vais à New York, tu sais. » Moi, je pense que j'ai eu peur de ne pas réussir, puis j'ai pris la sortie facile en me disant plus facile de conquérir un marché québécois de 6 millions. Ouais, mais c'est cool. Ce qui est cool d'ici, man, tu sais, quand je viens ici, puis je suis au bordel, puis je vois un dude qui fait son open mic, c'est 3 ans plus tard, c'est une vedette. Ouais. On va jamais voir ça à New York. Même quand t'es super bon. Ah ouais? Ouais, même si t'es excessivement talentueux.
Pour moi, les meilleurs stand-up au monde sont même pas, sont très connus dans le monde du stand-up, mais sont même pas populaires, sont même pas des vedettes encore. Euh, Fait que il y a un star system ici qui marche très, très bien. Puis ça favorise les artistes. Mais du côté américain, surtout à New York, c'est douloureux, c'est pénible. C'est très, 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 très pénible. Est-ce que tu dirais que c'est comme un monde fermé quand même? Parce que là, de ce que j'entends, c'est que je m'attendais à ce que justement, quand tu parlais de jungle, c'était que c'est vraiment, il y a de la place pour tout. Il y a beaucoup de gens qui font ça. C'est un gros marché dans un certain sens. Mais de ce que je comprends, c'est que c'est quand même relativement fermé. Là, Mais New York, c'est une bulle. Ouais, c'est comme tout le monde voit New York comme New York, mais c'est une bulle, mais c'est une plus grosse bulle, mais c'est une bulle pareille. C'est très renfermé, c'est très. C'est un monde il y a dans du tant snobisme tel, aussi à New York. Mais moi, à New York, à Los Angeles, on me disait à l'époque, parce que, tu sais, honnêtement, si tu me donnais deux choix, on parle des années 90, parce qu'à New York, c'était je m'en vais chercher mon sitcom, je vais être une vedette de sitcom. Tandis qu'à New York, Chicago aussi un peu, mais New York, c'était tu développais l'art d'être un stand-up avant tout. C'est la Mecque. Ben oui, moi, mes préférés, que ce soit Bill Burr, Jon Stewart et compagnie, c'est tout du monde de New York. Tout le monde se retrouve à New York à la fin. Ben, je trouve que, encore aujourd'hui, je trouve que tu sais, comme je disais, mettons à Los Angeles, c'est le côté plus commercial de je vais être accessible. T'sais, à l'époque, je voulais faire le Tonight Show. Je le répète, je voulais décrocher un contrat avec Disney ou NBC ou peu importe. Ouais. New York, il y avait cette attitude, et encore, je sais pas si c'est le même, mais fuck it, this is who I am. Voici ce que je fais. Si tu m'aimes ou tu m'aimes pas, tu sais. Fait que. Je trouve j'espère que c'est encore de même, qu'il y a encore ce côté-là vrai, raw. Tu sais, la source du stand-up pour moi est là. Ouais, je suis d'accord. Mais je pense aussi que tous les artistes, tous les stand-up sont d'une insécurité rare. Ça prend. C'est ça qui est assez spécial d'un stand-up, c'est qu'on est tellement insécure qu'on a besoin d'un stage, qu'on a besoin du monde qui écoute nos pensées, on a besoin d'un spotlight. Tout le monde! Mais ça prend une force pour faire ce qu'on fait. Fait qu'il y a une vraie balance, tu sais. C'est les deux polars. C'est vraiment... Ouais. Ben, moi, souvent, les gens vont dire ça prend du courage faire ce métier-là. Je fais... Non, c'est de l'inconscience, c'est de l'insouciance. Tu veux que le monde paye pour rire de tes blagues. Ben, c'est pas juste ça, c'est que si tu prends le temps de réaliser que moi, je vais écrire des affaires chez nous. Mon Dieu, je suis vraiment old school, je fais semblant d'écrire en main. Et je vais aller présenter ça devant des étrangers, puis d'autres stand-up qui vont me... Si moindrement tu te mets à réfléchir, si tu vas rester dans ton coin, tu sais, il faut que... Ouais, faut que tu ailles se laisser aller là aussi, ça c'est sûr, là, mais... Je suis comme... je vous entends parler, puis ça a zéro rapport. Je m'exprime à C'est toujours bon dans un podcast d'avoir zéro rapport par rapport au sujet abordé. Puis je trouve ça très, très cool, parce que je m'attendais pas à ce que j'aille ces réflexions-là en te parlant, mais on dirait que j'ai envie d'apprendre sur l'histoire de l'humour, genre, puis surtout à New York, puis le côté plus anglophone. Je trouve ça super intéressant de vous entendre parler de ça, parce que ça a l'air d'être plein de mondes séparés, des mondes différents, une manière différente de... Tu sais, l'autre fois, tu parlais de s'exprimer, c'est complètement deux humours, c'est deux choses. Moi, je m'ennuie d'écrire en anglais. Parce que je le dis toujours en gag, en anglais, tu rajoutes un Y à un mot, tu viens en sauver 4 en français. Mais c'est vrai, c'est une langue plus propice pour... Efficace, pour le rythme de la livraison, du delivery. L'anglais est plus propice à ça. Tu fais les deux langues. Tu n'es pas d'accord avec moi qu'il y a un côté... C'est un autre rythme. C'est un autre rythme à 100%. Puis je pense que c'est un muscle. Tu sais, c'est comme quand moi je travaille en français, je travaille un peu plus lentement parce que je perds des jeux de mots que j'avais déjà. Je peux pas complètement traduire mon matériel. Ce qui est une bonne chose aussi. Fait que des fois, je commence à écrire en français, mais c'est comme... Une fois, j'ai joué en espagnol, puis là, c'est un autre rythme complètement différent. C'est ça, Daniel est trilingue, fait que... Tu as déjà fait des shows en espagnol? J'ai fait des shows en espagnol à New York, puis c'était tough, tu sais, c'est comme... Même si tu parles la langue, c'est comme... C'est une autre chanson. C'est une chanson, man. Puis tu vois, tous les comics, on était tous des amis, puis on se connaissait tous, puis tout le monde, ça ressort un autre côté de ta personnalité, cette langue latine, mais le français, c'est une langue latine aussi, mais genre... cette musicalité, il y a un rythme, puis genre, je reconnaissais même plus mes amis parce qu'ils étaient beaucoup plus
Tu veux dire, le style de livraison sur scène était quand même différent. Ouais, ils sont beaucoup plus vivants. Chaque langue a son rythme. C'est spécial. C'est vraiment spécial. Mais je reviens à ce qu'on disait tantôt. Tu sais, on te promet... Tu sais, on trouve un monde ici, à travers l'univers Juste pour rire à l'époque, qui était immensément puissant. Encore aujourd'hui, mais encore plus, tu sais, je veux dire... Non, dans ce temps-là, c'était... Ben, c'est parce qu'on avait moins de producteurs. C'était vraiment... Ça passait par ici et quelques autres boîtes, mais tu décides de retourner, ce que j'appelle encore la jungle. Moi, j'avais peur d'avoir ce regret de... Tu sais, il fallait que je le fasse. Il fallait que je le fasse. Puis ça m'a développé. J'aurais jamais atteint mon niveau, puis j'ai encore tellement à apprendre, tu sais. Mais j'aurais jamais atteint cette profondeur plutôt. Que si j'étais ici, même du côté anglais ou franco, moi, je deviens super mal à l'aise le moment où je suis à l'aise. Ah, j'aime ça. C'est ce que je veux dire? Ouais. C'est genre du discomfort in my comfort. Ouais. Puis si là, j'étais retourné à Montréal, puis j'avais fait du stand-up pendant 4-5 ans. Puis là, tu sais, j'avais headliné en anglais, le Comedy Nest, le Comedy Works, après genre 4-5 ans, ce qui, pour moi, je trouve pas ça normal. C'est bien que le club m'a encouragé, puis m'a aidé, puis ils croyaient en moi, c'était fresh, puis j'avais fait ça, j'avais fait un gala, j'avais fait Just for Laughs, j'avais fait Juste pour rire. Qu'est-ce que je peux faire de plus? Comment est-ce que je vais être un meilleur stand-up? Puis mon environnement, je devais être entouré de genre du monde qui m'intimide, du monde qui sont des rois. Puis je voulais apprendre d'eux. Puis je me suis dit, il faut que je retourne à New York. Fait que tu t'es tapé, évidemment, parce qu'on sait c'est quoi quand le petit nouveau ou t'embarques sur scène. Parce qu'à l'époque, t'as des choses jusqu'à 2 h du matin. Fait que des fois, t'embarques à 1h15, il y a 8 personnes. Puis ça fait comme. Il y en a qui sont là j'ai joué depuis pour le début, deux personnes à 1h30 dans ma première année. Puis à plusieurs reprises, j'ai joué pour 4 personnes. Mais c'est la plus belle école. Non, mais c'est vrai. J'avoue, c'est raw, c'est direct devant toi, t'as pas le choix. Puis ça change ton style. Parce que moi, j'étais beaucoup plus animé quand je faisais du stand-up en anglais, quand je commençais. J'avais beaucoup plus d'énergie parce que au Comedy Works, si on n'était pas genre une quinzaine de personnes, le show est annulé. Ouais, je me souviens. Fait que, Fait à New York, j'ai joué pour une personne à Dangerfield une fois. Ils vont jamais annuler le show. Fait que tu peux pas monter sur scène puis avoir la même énergie puis dire Hey, how's everyone doing? Quand il y a 2 personnes à 1h30 du matin puis ils viennent de voir 4 heures de show. Fait que là, tu te rends compte que quand ça ressort de toi, ces mots-là, tu sais, genre, wow, c'est tellement pas naturel. C'est tellement artificiel ce que j'ai appris. Puis t'apprends à parler au monde. Oui, il y a ça aussi qui est une grosse partie puis qui est le fun à exploiter. Là. Moi, ça devient un vrai dialogue où tu parles à quelqu'un à 1h30 du matin, un couple, puis t'essayes de conter une joke. Puis tu peux plus la jouer. Non. Il faut la parler, la joke. Mais en même temps, c'est la meilleure pratique, comme papa l'a dit. C'est la meilleure école, tu sais. C'est parfait, justement, pour que ça devienne plus personnel puis que ce soit confrontant aussi, quand même, peu, là. Mais tu vois, nous autres, quand on a commencé, ma génération, tu sais, quand il y a eu le boom, tu sais, toute ma gang, tu sais, justement, les mascottes, Mario Jean. Tu sais, à l'époque, t'avais des soirées d'humour organisées, mais t'avais beaucoup de soirées d'humour improvisées dans des bars qui essayaient de partir des soirées d'humour. Puis là, ils disaient, le show va être à 8h30, mais tu commençais à 10h parce qu'en que le monde ait pris un petit verre. Et tu jouais dans des conditions horribles, le monde était déjà sous. C'était du heckling à gauche et à droite. Mais pourquoi est-ce que ma génération a été aussi forte? Parce qu'on a connu des Vietnam. Sans dire qu'ils l'ont sur la ouate aujourd'hui, les jeunes, mais t'as des soirées d'humour plus disciplinées. Mais ça commençait, des hecklers, il y en a toujours, puis il va toujours en avoir. Mais tu sais, écoute, des fois, c'était le son était de la marde, il fallait que tu cries dans le micro. Ouais, ça, c'est fresh, ça. Ça, c'est fresh parce que, tu sais, comme, on voit pas ça ici, maintenant, à Montréal. Toi, t'as eu la chance de voir ça ici. Ben, à l'époque, je me trouvais pas chanceux. C'est sûr, mais... On se sent jamais chanceux quand ça nous arrive la première fois, mais ça te développe, man. Il n'y a pas rien qui te fait peur après ça. Non. Ici, je fais des shows, mais il y a 3 personnes ont pleuré à mes shows. Pleuré? Ils ont pleuré parce que, tu sais, on commençait à avoir un vous parliez, lien? Oh, non, c'est comme, c'était des hecklers, tu sais, puis là, c'est comme, puis c'est pas un truc que j'aime faire, mais
si on va aller là, qu'on va se parler, puis on va vraiment, tu sais, puis c'est pas des belles expériences, mais ce qui est weird, c'est à chaque fois que la personne pleurait, elle revenait après le show, puis elle me disait « Je suis désolé ». Mais pleurer de par le fait que tu leur as rentré dedans à ce point-là? Oui, mais c'était des hecklers qui... Parce que le problème avec des hecklers, c'est qu'il y a deux sortes de hecklers. Il y a les hecklers qui ils pensent qu'ils t'aident, ils pensent qu'ils aident le show. Ouais. Puis ça vient d'une énergie positive, puis ça vient de l'ignorance, que moi, je pardonne. Puis il y a du heckling qui est genre négatif. Ben oui. Ouais, juste Puis pour ça, gosser. je tolère pas. Ça te fait rire ma blonde, puis je me sens menacé, fait que je vais te ramasser. Puis à Montréal, ici, man, s'il y a des hecklers, il y a le bouncer qui va venir parler aux hecklers, puis moi, j'aime dealer avec ça. Moi, c'est mon travail, c'est pas le travail du bouncer de me protéger. C'est mon travail. Tu sais, j'avais fait un show à Terrebonne. Quand même. Puis il y avait toute une table de hecklers. Mais ils étaient pas méchants. Tout de suite, puis moi j'embarquais, moi j'adore ça. Moi j'aime, je suis rendu à un point où j'apprécie les hecklers. Tu travailles avec ça, ouais. Puis là, le manager il est rentré, puis il a dit, il a chuchoté quelque chose, puis tout de suite, toute la table a arrêté de parler, puis ils ont même arrêté de rire pendant les 20 prochaines minutes. Ben oui, on a de leur fermer la gueule. Ouais. Mais en même temps, tu vois, c'est Puis là, correct. tu perds toute une section qui était avec toi. Ouais. Mais le manager ne faisait pas confiance ou ne savait pas. Mais c'est parce que des fois, ça dépend, moi je pense, ça dépend où ce que tu es dans le pacing de la soirée. Parce que si t'es dernier, c'est genre carte blanche, laissez-moi délai avec. Mais moi, ce que j'ai remarqué, même des fois, tu sais, si mettons, j'étais avant-dernier ou avant-avant-dernier, puis je partais sur une chire d'improvisation, Ouais. je me rappelais de me ramener à faire du matériel parce qu'après ça, tu sais, ceux qui passent après toi doivent dealer avec du monde Ils s'attendent ont au ouvert la même porte, ouais, c'est ça. Mais je comprends ce que tu veux dire. Laisse-moi répondre. Tu sais, parce que moi, c'est arrivé une fois dans toutes mes tournées de faire sortir quelqu'un d'un théâtre. Là, on n'est même pas dans un bar. Là. On est dans un théâtre parce que les gens payent 30, 40, 45$ le billet. Mais ouais. la personne était complètement gelée. Là, tu sais, là. Mais en fait, c'est une bonne chose que les ushers l'aient sorti parce qu'il y avait deux gars que j'aurais pas niaisé souvent dans la vie qui s'en allaient le chercher solide, là, tu sais, là. Mais oui, j'aime ça, cette espèce. Tu veux jouer à ça parce que ça aiguise tes couteaux. Mais ouais. Tu veux jouer à ça. Le monde aime ça let's aussi, go. voir ça, dans le sens où c'est entertaining. Mais c'est un duel. Mais ouais, c'est un duel. Ouais. Puis, ce qui est super, qui marche toujours bien, man, ce qui est très désarmant pour un heckler, c'est d'être d'accord avec eux. C'est vrai. Tu sais, que si un heckler me dit « Yo, man, t'es nul », je dis « Ah ouais, ça se peut que ce soir. » Ça marche pas très bien. Ah, tu viens de le casser en deux. Mais Il sait plus quoi dire après. Il y a plus de répliques. Si t'es d'accord avec un heckler, puis t'embarques avec son point de vue, puis tout de suite, tu deviens son ami. Puis c'est ça l'exercice pour moi. C'est comme, vole-moi pas cet exercice. Vole-moi pas ce plaisir de voir comment je peux m'en sortir, de comment je peux manipuler ou juste sincèrement l'écouter puis avoir ce dialogue. Mais c'est cool que toi, t'aies vu. C'est comme, c'était raw, man, à l'époque. Ouais. Mais c'est toujours pareil. Raw, pas agressif, mais tu sais, comme je te dis, mais c'était de la survie. C'était de la pure et simple survie, mais après ça, je veux dire, puis ça nous a beaucoup unis. J'ai toujours comparé ma génération. En fait, chaque génération est quand même proche. Je regarde la nouvelle génération, c'est très communautaire. T'sais, tout le monde a des projets sur le web. Tout le monde s'inclut dans les projets. Et tout le monde va d'un podcast à l'autre ou d'une capsule humoristique à l'autre et tout ça. Nous autres, on est un peu plus compétitifs, je crois. Mais, écoute, je suis pas en train de dire, ça va faire quasiment prétentieux, mais comme des vétérans de guerre, t'es pas forcément amis, mais tu sais, on a vécu des moments difficiles. Oui, qui a fait en sorte que... Des conditions de chaud de marde qui fait que ça nous a unis. Puis qu'on vous êtes là depuis le début aussi, là. Ben là, fais-nous pas sentir préhistorique, là. Bon. Mais non, mais c'est vrai, tu sais, vous avez... Comme tu l'as dit, tu as été un des premiers à faire l'humour trash. Je veux pas, c'est comme vous avez starté la machine dans ces ici, bars-là, là. ça aidait. Moi, le fait que j'avais un humour plus corrosif, là, souvent, j'avais le silence parce que dès que je parlais de cul... Le monde fait mal à la gueule parce que l'entendre parler de sexe. Mais si t'arrivais et tu racontais ton numéro sur, je sais pas moi, les magasins chez Ikea, tu sais, t'étais dans la merde, tu sais. Fait que, mais tu sais, quand t'arrivais à coup de... Comment tu vois la suite en retournant à New York, l'espèce d'après-COVID? Parce qu'ici, on le sait que quand... Il n'y a pas une sélection naturelle, mais pas loin. Il y a certains humoristes, je n'aimerais pas de nom, qui sont en train de se demander
Ils vont pas se recycler dans d'autres choses. Et c'est même pas des choix financiers, c'est des choix mentaux de genre, OK, je peux pas continuer de même dans l'incertitude. Comment tu vois la suite à New York? Il va y avoir un balayage, forcément, non? Ouais, moi je pense que c'est un défi, ça nous force de travailler un autre côté artistique, puis une autre manière de travailler la business, puis de travailler créativement. Moi, mais là, je recommence à faire des vidéos maintenant. Puis c'est pas le même truc, tu sais, parce que, puis là, il y a les podcasts. Puis moi, c'est pas mon truc. J'aime beaucoup les podcasts, mais je me vois pas faire ça. Puis je pense que les clubs avec la COVID, ça risque de recommencer peut-être dans un an, tu sais. Non, c'est ça qu'on se dit, nous aussi, ici, Ouais. mais Ici au Québec, on se dit pas avant 2022 dans nos têtes. Je veux pas être Ouais. pessimiste, brimé ou mais... pessimiste. Mais là, j'ai commencé à faire beaucoup de musique. Ah ouais? Ouais, je fais de la musique depuis longtemps, mais là, je me suis dit, tu sais, genre, je vais rentrer là-dedans plus profondément. Puis, j'essaie du plus possible de faire ce qui m'amène de la joie. Mhm. Parce que si je suis pas ça, man, c'est le seul chemin que... Je sais que je peux pas me tromper si je suis, puis je fais ce que je veux faire, puis ce que j'aime faire. C'est vrai que c'est pas lucratif comme le stand-up maintenant. Maintenant, c'est plus pour me développer. Mais au niveau du cash, ça, c'est vrai que c'est un défi. Ouais. Il y a toujours les corpos. Ouais, puis tout le monde a dû se réinventer un peu, justement, comme toi, se rediriger, se confronter à moi, comme j'espère qu'est-ce que que ça- je veux faire, puis qu'est-ce qui va se passer. Moi, ce que Ouais. j'espère, c'est que tu sais, ce qui est frustrant, puis je vais le dire, puis j'assume ce que je vais dire, mais ça ne changera pas, ça a toujours été, peu importe, que ce soit dans les années 80, 90 jusqu'à aujourd'hui. Ça m'a toujours fait chier de voir des gens qui faisaient de l'humour, mais je vais le dire d'une façon, des mauvais stand-up, puis qui s'acharnaient, puis qui trouvaient une façon de par leur plug ou n'importe quoi à continuer à faire de l'humour, puis je me disais... Puis je vois souvent qu'ils faisaient un pour les mauvaises raisons. Ouais, il y a ça Et aussi. deux, tu sais, genre, avec cette optique-là de... Faire de l'argent devenir populaire. Oui, mais ça, c'est correct. Il y en a qui, tu sais, on veut tout ça, mais j'espère... Tu sais, des fois, je te dis, je m'exprime mal, mais des fois, j'espère qu'il va y avoir un nettoyage des humoristes qui sont... Des gens qui méritent vraiment leur place. Tiens, on va mettre ça du côté positif. Je crois pas qu'il y aura un nettoyage de ça, même. Parce que d'un côté, on a besoin de ça. C'est ça si tout le monde faisait ça, il y a personne qui ressortirait qui shinerait, tu sais. Ouais. Puis, tu sais, comme d'un côté, c'est comme dans n'importe quel domaine, on va toujours avoir de tout. Ouais, non, je sais, c'est utopique Tu sais, ce que je pense. non, ouais, évidemment. mais c'est comme... Puis aussi, on peut apprendre de ce monde-là, parce que tu peux dire, ah ouais, ils sont wack, ils sont pas talentueux, puis ils ont L'attitude genre qui vient 100 000 avec. followers avec des sketchs ou whatever. Puis c'est pas... Mais il y a quelque chose qu'ils font qui marche pourtant. Puis là, l'idéal, c'est de trouver la balance entre un bon travail puis une bonne démarche de business, une bonne éthique de travail. Ouais. Parce que eux, man, ceux qui sont... J'essaie Non, puis ça paraît méchant. Non, c'est pas de le droit parce qu'il y en a plein. Puis eux, pourtant, ils ont une discipline qui est incroyable. Tu sais, genre, ils sont disciplinés. Même si c'est whack, ils sont disciplinés. Ouais. Puis ils sont encore là. Ben, c'est justement, on parlait tantôt au début, tu sais, moi, j'ai pas eu le courage d'aller à New York parce que j'avais pas le courage d'appeler les bookers. On dirait que ceux qui sont moins bons, on va dire ça de même, ont pas peur. Ils croient. Moi, honnêtement, les humoristes les moins talentueux sont probablement ceux que j'ai vus qui croient le plus en eux-mêmes. Parce que Fait que souvent, c'est beau, t'as ceux qui quelque ont été chose des à grands, apprendre. on a... J'ai dit, oh mon Dieu, je me considère un grand. Mais tu sais, je veux dire, ben, je suis là après 30 ans. J'ai dû faire quelque chose comme il faut. Je suis pas un des grands, mais tu sais, ceux qui ont percé, qui ont créé un certain nom, une certaine image, je peux-tu parler plus à la défensive? Oui, c'est ça. Sont tous des bébés insécures. Puis j'ai souvent vu des humoristes beaucoup moins talentueux avoir une confiance énorme. C'est ça, à New York, ça joue beaucoup en ta faveur, la confiance, parce que je connais, il y a plein de stand-up que moi, je considère pas du tout drôles. Mais genre, ils ont du big dick energy, puis ils sont tellement forts. Puis même d'eux, j'apprends, genre, c'est comme,
il faut un truc que même si moi, je trouve pas ça drôle, il y a quelque chose qui marche pour eux. Il y a moi, du je monde pense qui les qu'on écoute. on peut apprendre de tout le monde. Mais ouais, t'as raison, c'est comme... Ben, c'est juste frustrant des fois quand tu vois des gags tellement prévisibles, des gags qui ont été faits 1001 fois. Ouais. Puis tu vois la prémisse du début, tu fais, je peux pas même pas croire qu'il a pensé à écrire ça, tu sais. Puis là, tu t'entends, tu fais, ben, Ouais, c'est ça. Ouais. Non, mais c'est vrai. Peut-être pas apprendre de ça. Hein? C'est la règle, man, dans cette game, c'est c'est injuste. C'est une game tellement injuste. Puis de vouloir de la justice, tu vas être perdant, man. Parce que c'est... Non, mais j'aime tellement ça que ce soit papa qui non, mais je le sais. Non, parce que tu rentres dans une game qui est pas fair. Ouais. Puis là, on veut tous que ça soit fair, mais ça va jamais l'être. Puis c'est correct. Ça, c'est la règle. La règle, c'est que c'est pas fair. Tu veux jouer, tu veux pas jouer, mais ça va pas faire. Mais t'as le droit de jouer, puis t'as le droit de pas jouer, mais ça va pas être fair. Mais c'est même... Puis c'est pour ça pourquoi on n'a pas le droit de se plaindre. Parce qu'on sait que c'est pas fair. Puis pourtant, on joue. On n'a aucun droit, man. On sait que la règle, c'est ça va pas être fair. On n'a aucun droit de se plaindre. Puis quand on se plaint, dude, moi j'étais là, man. Je te le dis pas à toi, tu sais, comme je me le dis à moi-même aussi, tu sais. Mais quand on se plaint, tout ce qu'on fait, c'est qu'on tue notre énergie, man. Ça nous tire de notre créativité. Puis au lieu d'avoir cette énergie, puis que ça rentre à l'intérieur, qu'on la ressorte à l'extérieur, puis qu'on crée des trucs genre fresh. Mais c'est genre... C'est comme le fear, puis l'excitation, le excitement. C'est la même énergie, man. Quand tu vas à la ronde, puis tu montes dans le monstre, c'est la même énergie. Soit il y a une personne qui va avoir peur parce qu'elle associe ça à un truc de... je vais être malade, je vais vomir. Exactement. Puis l'autre personne associe ça avec une joie, sensation un plaisir. Forte, ouais. Exactement. Mais c'est la même énergie. Une énergie rentre à l'intérieur, puis l'autre, elle ressort. Fait que utilise ça, man, parce que j'essaie comme tout ce anger, tout ce fear, man. Mais c'est un petit grognon. On peut pas y enlever ça. Ça va toujours l'air. Non, mais j'adore vraiment ce que tu dis. Puis en fait, je voulais pas t'interrompre, justement, c'est pour ça que j'avais pas fait, mais tantôt, quand tu disais que tu as besoin d'être mal à l'aise dans ta situation puis dans ton jeu, parce que sinon, il y a juste plus rien à atteindre. Tu es à l'aise dans ce que tu vis. C'est le fun, c'est dans la confrontation que tu passes à autre chose, puis que tu t'améliores, puis que tu évolues. Ouais. Il y a Einstein qui avait dit la vie, c'est comme, mais en anglais, je vais essayer de traduire, la vie, c'est comme une bicyclette, tu trouves ta balance en avançant. En essayant. Moving forward, you find your balance. Mais c'est genre, you have to move forward. Si t'arrêtes... Non, c'est clair, mais parce que même moi, dans les moments les plus difficiles de ma vie où je me remettais en question, il y avait cette espèce de faut que j'aille au bout parce que sinon tu sinon c'est quoi? C'est ça, c'est un échec, c'est mais pas... pourquoi tu vas pas à New York puis... Ben, en fait, sérieusement... J'ai envie d'y aller, moi, on parle de ça. Non, mais c'est parce que ça m'a pris du temps avant d'établir le niveau de carrière que je voulais avoir au Québec. Parce que j'ai pris un chemin différent avec... Évidemment, ça serait peut-être arrivé avant si j'avais mieux géré ma vie. T'as été dans le Garnotte, mettons. Exactement, j'ai spiné. Ma bicyclette a été dans le Garnotte une bonne dizaine d'années. Mais tu sais, déjà... Puis de recommencer les 2 fois que j'ai joué en anglais, justement, une fois au Comedy Works puis une fois au Bordel, ça m'a juste donné... Ce que je trouve le fun, c'est que je regardais Mike Ward aller puis je faisais comme genre, man... C'est beaucoup... J'avais comme envie d'aller aussi loin que Mike puis de dire, OK, moi aussi... Tu sais, il est allé à Edinburgh, le festival que tout le monde veut faire, et d'avoir même un public devant lui et au lieu de jouer devant 4 personnes, parce que c'est... Je vais le faire maintenant. Ça se peut, je t'appelle et me dis, hey, comment je fais pour aller... Je vais le faire par plaisir fun, et non dans l'optique de OK, maintenant que j'ai la carrière que je joue au Québec, prochaine mission, concourir les States. J'ai 50 ans, je suis pas en train de dire que je suis vieux, mais je veux dire, j'ai des projets. Mais check, il y a Bellefeuille qui est venu à New York, je l'ai vu à New York. Il y a Mike Ward qui est venu, puis Mike m'a dit, man, emmène-moi là où tu joues, on va se promener. Mais c'est ça, c'est un terrain de jeu de fun, là. Puis je l'ai emmené à un spot, man, genre horrible, ça s'appelait The Grizzly Pear. Genre là, c'est mieux, mais il y a 3-4 ans, c'était whack. Puis il y a des barkers. Est-ce que vous savez c'est quoi des barkers? Non. Des barkers, c'est genre... Ah oui! C'est...
c'est pas, en fait, c'est un peu comme des... ce qu'on m'envoie en Pennsylvanie, là, c'est pas comme des Quakers, là. Non. Des Barkers, c'est genre c'est tough, man, à New York. Quand tu commences le stand-up à New York, pour avoir du stage time, il faut que tu emmènes du monde dans la salle. Ah oui, c'est ça. Si tu veux monter sur scène, il faut que tu amènes 5 amis, genre. Ouais, fait que tu emmènes tes 5 amis, tu emmènes ta famille, puis on donne un spot de 3-4 minutes. Puis après ça, quand tes amis veulent plus venir te voir, sont tannés, puis ta famille aussi, il faut que tu t'ailles chercher du monde dans la rue. Puis eux, on les appelle des barkers parce qu'un chien qui barque. Hey, comedy show, we got a 7 o'clock show, we got a free, you know. T'es-tu sérieux? Ouais. Mike, as-tu fait ça? Non, il n'a pas fait ça, mais on a joué dans une salle de barker. OK. Puis il y avait genre 8 personnes, c'était genre, je crois qu'il était minuit et demi. Puis j'ai dit, ouais, il y avait un de mes boys qui travaillait à la salle. J'ai dit, est-ce que, tu sais, j'ai mon ami Mike de Montréal, est-ce qu'il peut faire genre un 5 minutes? Puis tu sais, Mike, il avait jamais fait ça. C'est comme un truc dans un trou, man. C'est un trou. Puis c'est genre du monde qui rentre, puis il paye genre 5$ pour une bière, puis s'assoit, puis tout le monde est fatigué. Puis c'est un show qui est poche, mais tu testes des jokes. Ouais. Mais il l'a fait. Ouais, c'est comme... Nous deux, on a trouvé ça tellement fresh. C'est qu'il le fasse. OK, ben on se fait un deal tout de suite. Ben ouais, man. Quand ça recommence. Dude, je suis là pour toi, man. Moi, je viens, mais je vais magasiner. Ben oui, avec plaisir. Puis je suis sérieux, man, si tu veux venir. C'est un deal, devant témoin. La journée qu'on peut traverser la frontière, je redescends, puis je veux vivre ça.